La semaine dernière, nous avons vu, durant les années 2013 et 2014, à quel point BTS en avait chié dans leur début avec leurs 4 premiers albums. Et après les sorties de ceux-ci, une nouvelle ère commence, une saison 2, comme ils l'appellent eux-mêmes. Et c'est cette saison 2, ou plutôt l'ère The Most Beautiful Moment in Life, commence. Il y a les boys et les girls à Shibal pour la suite de Beyond the Story de Kang Myung-sok et BTS. Et comme vous l'avez, comme je viens de vous le dire, en cette troisième vidéo de lecture, parce que la première, il n'y a pas vraiment de lecture, nous allons explorer la première trilogie d'albums qui ont donc le même nom, qui ont le même nom au début, mais pas après. Donc, la trilogie de Most Beautiful Moment in Life, ou TMBMIL, si vous faites ça plus court. Et donc, il y a la part 1, la part 2 et Young Forever. Nous allons donc lire aujourd'hui de 173 à 233, donc 61 pages. Donc un petit peu plus court que la semaine dernière, mais quand même, attendez-vous à une vidéo de presque 2 heures tout de même, avec encore 16 sous-chapitres. Born Singer, une production industrielle artisanale, les règles se transgressent, elles évoluent, une seule fois dans la vie, attente, cri de joie à 1h du matin, l'impact de la victoire sur la jeunesse, l'ère des contenus autoproduits, l'envers de The Most Beautiful Moment in Life, les idoles et leurs fans, Run, le syndrome du deuxième album, Progrès, ce nom BTS, Fire et un nouveau départ. Et donc là, c'est à peu près de 2015 jusqu'à la moitié de 2016, cette époque-là. Donc là, pas encore. C'était, je pense, la semaine prochaine qu'on va commencer avec l'ère où la planète commence à les connaître. Même si c'est quand même des albums qui sont très importants et dont certaines chansons de ces albums-là font partie de mes préférés. Donc tout ça, c'est dans le chapitre 3 qui s'appelle Amour, Haine, Army. Comme on le voit juste là. Mais ça, vous l'avez déjà vu. Ce que vous n'avez pas vu, c'est les images juste après. Donc, The Most Beautiful Moment in Life, Part 1, qui est leur 3e mini-album. Là, ça a été un peu moins facile de tout vous dire qui est qui, parce qu'ils ont déjà un yeux fermé et puis ils sont en forme de cercle. Mais bon, attends. J-Hope, V, Jimin, Jin, RM, Jungkook, et donc Suga. Voilà. Donc, tout ce beau cercle, c'est le premier, The Most Beautiful Moment in Life. Là, c'est donc la part 2, donc leur 4e mini-album, hein, donc le 3 et le 4e, c'est de ceux-ci. Là, par contre, j'ai la flemme. Non, mais là, par contre, c'est stylé, il y a une belle falaise, un beau décor, mais là, j'ai un peu la flemme d'essayer de savoir qui est qui. Donc, on va dire que pour ce long skip, je pense que c'est la seule qui est comme ça, de toute façon. Et bon, juste à la couleur de cheveux, je ne vais pas me baser sur ça. Je pense que le bleu, c'est Suga, mais bon, regarde, on va pas trop se casser le cul non plus. Parce que de toute façon, Young Forever, qui est donc le premier album spécial, dans le sens que je pense que c'est une compilation. Là, on les voit bien mieux. Donc, Suga, V, Jungkook, RM, J-Hope, Jimin et Jin. Voilà. Donc là, au moins, on les voit mieux. Et là, je pense que pour tout ce qui reste après, il n'y a pas d'autres images comme celle-là où on les voit à peine. Je pense qu'après ça, on les voit pas mal toutes très bien. Donc, commençons avec Born Singer. Le 12 juillet 2013, BTS a dévoilé sa première mixtape, Born Singer, chanteur né, sur son blog officiel. C'est exactement un mois après leur début et 3 jours après que le fandom avait choisi le nom d'ARMY. Donc ça vient d'où ARMY? Acronyme de Adorable Representative MC for Goth, que l'on peut traduire par adorable porte-parole de la jeunesse. Donc en français, ARMY, ce serait APPJ. C'est un peu nul. Comme toujours, mieux vaut que ça reste en anglais. Ce sont les fans eux-mêmes qui ont adopté ce nom par vote. Demande bien c'était quoi les autres choix.
les BTSers, les BTSistes. J'essaierai pas de trouver. Suga raconte la genèse de ce texte. Si ma mémoire est bonne, la toute première semaine, le producteur Bang Si-hyuk nous a dit qu'il voulait que nous décrivions nos sentiments à ce moment précis, ou quelque chose comme ça, et que nous les exprimions en musique. Il a ajouté qu'avec le temps, nous oublierions. Alors j'ai écrit ces paroles sur un bloc-notes pendant que j'étais dans les studios de télévision. Ainsi est née cette chanson qui revisite celle de J. Cole, intitulée Born Sinner, donc pécheur né. Et J. Cole, si vous savez bien, il y a une chanson de J-Hope avec lui, On the Street. Donc voilà, il y a un lien J-Hope, J. Cole. Voilà. Il y avait un lien certain. Il y a 10 ans, il n'était pas banal qu'un groupe d'idoles propose une chanson ne figurant pas dans un album ou sans passer par une plateforme de musique. Certains fans, ne sachant ni où ni comment écouter ce titre, se sont renseignés auprès d'autres amis, et c'est ce processus qui va de la composition d'une chanson à sa diffusion et enfin à son écoute, qui est à l'origine de l'histoire entre BTS et son fandom. Donc fandom, si vous ne savez pas, c'est une contraction de fan, donc amateur, et kingdom. Donc c'est littéralement un royaume d'amateurs, un royaume de fans. Et l'histoire continue. Aujourd'hui encore, celui qui découvre Born Sinner pourra faire l'expérience de ce lien entre présent et passé en se retrouvant transporté à cette période où les BTS, désormais icônes de l'industrie mondiale de la K-pop, proclamaient à l'orée de leur carrière « Je suis un chanteur né », tout en évoquant leur présent d'alors et concédant que c'était peut-être une confession prématurée. Et le pire, c'est que cette chanson-là est sortie sur un album au final, mais sur Proof, leur dernier album. Donc ça a pris du temps, hein. Ça a pris presque 10 ans. En fait, ça a pris 9 ans pour que ça sorte sur un album. Dans ce titre, Suga aborde leurs préoccupations vis-à-vis de leur identité et le fait qu'ils sont à la frontière entre idoles et rappeurs, tandis que RM avoue, pour être honnête, j'avais franchement peur. Je m'étais vanté, et là je devais faire mes preuves. Vient ensuite le rap de J-Hope. Je suis trempé de sang et de sueur, mes yeux s'emplissent de larmes en descendant de scène. Sang, sueur, larmes. Vous voyez venir. Mais bon, cette chanson-là, elle apparaît juste dans un album qu'on va parler la semaine prochaine. Donc c'est pas pour tout de suite, mais on voit déjà les prémices de la meilleure chanson de BTS selon moi. Mais ça, c'est pas cette semaine. Ce qu'ils ont vécu avant, pendant et longtemps après la sortie de Born Sinner tient dans ces phrases. La moindre réussite était vite suivie d'une phase de découragement. Ils avaient beau courir à perdre haleine après le succès, celui-ci semblait les fuir. Ils s'entraînaient, se donnaient à fond sur scène et aussitôt après, travaillaient sur des chansons. Mais ce quelque chose qui leur permettait de savoir qu'ils avaient fait leurs preuves demeurait insaisissable. Chaque fois qu'ils descendaient de scène, c'était les larmes qui étaient au rendez-vous et non la gloire. En 2013, alors qu'ils venaient de faire leur début, ils espéraient que tout irait pour le mieux. En 2014, ils croyaient qu'à force d'efforts, ils pourraient atteindre le sommet. Et en 2015, Suga se souvient. Quand on fait ce travail, on est complètement déconnecté. En dehors de ma carrière d'idole, je n'étais rien. Je n'étais vraiment rien sans la musique. Pour être honnête, il n'y avait pas d'alternative. Je me suis dit, je ne pourrais rien faire d'autre. Mais tant mieux. Tant mieux parce que c'est bien arrivé. Ces garçons se sont engagés dans cette voie en laissant derrière eux leur ville d'origine, la scène hip-hop et leur vie d'étudiant ordinaire. Pourtant, 3 ans après le lancement du groupe, rien, concrètement, ne semblait légitimer leur choix. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, jusqu'en 2015-2016, pas grand monde connaissait BTS à l'extérieur de la Corée du Sud. Donc c'est là que ça va commencer à devenir des stars internationales, mais ça va plus se concrétiser en 2016-2017. Même si oui, la concrétisation ultime c'est Dynamite et Butter, mais ça c'est pour les gens qui n'étaient pas dans K-pop. Pour ceux qui sont dans la K-pop, mais à l'extérieur de la Corée, ça commence vers 2016-2017. Donc on va commencer un peu là, mais c'est plus la semaine prochaine. Mais quand même, c'est sûrement une période charnière, c'est quand même une trilogie très importante avec beaucoup de très bonnes chansons et sûrement remplies de sens. J-Hope déclarait dans un vlog tourné le 19
décembre 2014 qu'ils n'auraient pas su dire s'ils avaient passé une bonne année. 2014 a été extrêmement difficile pour moi, physiquement et mentalement. Pour la première fois depuis mes débuts, j'avais des doutes. Je doutais de moi et du chemin que j'avais choisi. Je me demandais si c'était le bon. Plus le temps passait, plus l'inquiétude les gagnait. Le fait que leur nouvel album se vende un peu mieux ou que les fandoms aient commencé à parler d'eux après le show des Mamas ne leur procurait aucun réconfort. Au contraire, cela avait accentué leur malaise. RM en parle en ces termes. C'est comme si on allait y arriver, et c'est vrai qu'on avait des résultats, mais tout nous paraissait hors de portée. Pour parler franchement, ça nous a beaucoup affectés, et c'était vraiment difficile à gérer. Suga se rappelle. Je savais que nous avions plus de fans, mais nous ne pouvions pas vraiment communiquer avec eux, parce qu'il n'y en avait qu'un nombre restreint sur les plateaux télé ou lors des dédicaces. Si Suga ne s'est pas consumé d'angoisse pendant la promotion de Dark and Wild, c'est grâce à la rencontre avec les armées lors des concerts. Le premier concert de BTS qui s'est tenu en octobre 2014, le BTS 2014 Live Trilogy, épisode 2 de Red Bullet, lui a rappelé à quel point les fans le soutenaient. Donc, le concert de Séoul devait se dérouler les 18 et 19 octobre 2014, mais comme toutes les places étaient parties dès l'ouverture de la billetterie en ligne, une date avait été rajoutée le 17 octobre. Voici ce qu'il en dit. Ce concert m'a énormément marqué. D'abord parce que c'était le premier du groupe en tant que tel, mais aussi parce que je n'en revenais pas. Wow, tous ces gens sont là pour nous! Et ça m'a rendu carrément heureux. Si l'angoisse était encore présente, ils avaient maintenant de quoi être rassurés. De toute façon, il n'y avait guère le choix. Avant de se mettre au travail sur le premier album de la trilogie The Most Beautiful Moment in Life, Part 1, Suga avait pris une décision. Si ça ne marche pas, j'arrête la musique. Au moins, on sait que c'est radical. Une production industrielle artisanale. Une PIA. Pendant la conception de The Most Beautiful Moment in Life Part 1, Suga s'est pour ainsi dire enfermé dans son studio de travail. Hormis quand le groupe avait quelque chose inscrit à son agenda, il ne sortait que rarement de cette pièce de 5 mètres carrés qui jouxtait leur salle de répétition au sous-sol. C'est à cette époque qu'il a commencé à consommer de l'alcool. Avant, je tenais si peu l'alcool que je ne buvais pas. Mais comme on ne pouvait pas sortir, la phase de préparation de l'album a été un véritable enfer. Les autres membres du groupe et le staff de l'agence découvraient en temps réel les chansons sur lesquelles ils travaillaient. RM se souvient. On travaillait dans une pièce située tout au bout du deuxième étage du Chonggu Building. La largeur d'un étage était d'à peine 10 mètres et on courait sans cesse d'un bout à l'autre. Par exemple, si en écoutant une mélodie écrite par Suga, on disait « Oh, c'est pas mal ça !» Le producteur Bang Si-hyuk arrivait immédiatement depuis l'autre extrémité. « Pis Doug, t'en penses quoi? C'est bon, n'est-ce pas? » Notre logement était tout proche. Alors, quand on nous demandait de venir travailler, on répliquait. RM a résumé le processus de création de The Most Beautiful Moment in Life Part 1 en le qualifiant de production industrielle artisanale. Indépendamment de leur rôle ou de leur titre au sein de l'agence, toutes les personnes impliquées dans la production de cet album étaient unies dans un dialogue constant pour obtenir le meilleur résultat. Si on pensait qu'une chanson était bonne, on invitait tout de suite quelqu'un de la pièce voisine à l'écouter ou à la partager sur Messenger. Si la réaction était mauvaise, elle était aussitôt modifiée ou on en écrivait une nouvelle. Chaque titre était ainsi créé en temps réel et de ce fait, on arrivait rapidement à une version finale satisfaisante. Il nous fait part de ce qu'il ressentait. J'avais l'impression d'en vouloir à la terre entière. Je n'ai pas d'autres mots pour l'expliquer. S'envoler, se disperser, se rassembler, s'effondrer de nouveau, se ressaisir. Cet enchaînement d'émotions se répétait sans cesse. Il y a beaucoup d'ironie dans tout cela, car c'est la série The Most Beautiful Moment in Life qui a propulsé BTS et Big Hit Entertainment au sommet. Et au même moment, l'industrie de la K-pop amorçait un tournant important, étendant son influence dans le monde entier, si bien que des groupes d'idoles qui, comme BTS, avaient démarré dans des agences de taille modeste, se sont pris à rêver de gloire, sans oublier que la trilogie The Most Beautiful Moment in Life en a incité d'autres à reprendre le concept d'une série d'albums autour d'un même thème.
Ce qui comptait désormais, c'était de développer une histoire, d'exprimer sa propre vision des choses. Sa propre vision du monde, mais bon, ça revient au même. Toutefois, cet album, qui est devenu un jalon essentiel dans l'histoire de l'industrie de la musique populaire coréenne, donc je vous avais bien dit de rester, regarde, c'est pas moi qui le dis, en particulier celle des idoles, reste avant tout le fruit de l'expression des sentiments intimes des BTS et d'une collaboration intense entre tous ceux et celles qui ont participé à sa production. Il n'a pas été créé par le biais d'un quelconque système préétabli, mais à la faveur de la proximité physique et émotionnelle des personnes concernées. Que le thème de cette trilogie soit la jeunesse était une évidence. La chanson qui ouvre le premier volet de The Most Beautiful Moment in Life commence ainsi. Les jantes des paniers de basket semblent si loin aujourd'hui. Un soupir qui plane dans la cour, un garçon qui a peur de la réalité. Dans ses paroles, qu'il a réécrites des dizaines de fois pour les parfaire, Suga parle à travers le basketball, son sport favori, du fait de se trouver au pied du mur, confronté à la réalité. Et dans Moving On, Déménagement, la chanson qui précède Outro, Love is not Over, il dévoile un épisode très personnel. Dans le ventre de ma mère, j'ai compté les jours, avant ce tout premier déménagement. Souvenir confus, le prix de mon déménagement a été pour ma mère une machine dans le cœur et une grande cicatrice. Relate l'histoire d'une voix contenue. Je me souviens qu'à l'âge de 2 ou 3 ans, alors que je dormais contre ma mère, je me suis réveillé et son cœur faisait comme un bruit d'horloge. Je lui ai demandé pourquoi il faisait tic-tac. Elle avait dû subir une opération après ma naissance et l'accouchement l'avait considérablement affaiblie. J'en ai conservé une sorte de sentiment de culpabilité. Je me suis toujours demandé si j'avais bien fait de naître. Carrément, frère. Alors, je me suis dit que je ferais le maximum pour elle d'une manière ou d'une autre. Peut-être que cela m'a donné encore plus envie de réussir et j'ai décrit ma naissance comme un déménagement. Donc, premier album, donc The Most Beautiful Moment in Life Part 1, le 3e mini-album, sorti donc le 29 avril 2015, avec 5 chansons, dont une qui fait partie de mon top 3, même, top 5 des meilleurs. Donc, track, il y en a 9. Intro, The Most Beautiful Moment in Life. I Need You, je l'ai. Hold Me Tight. Skit, Expectation. Dope, que j'ai et qui va être la chanson que j'ai choisie pour Instagram. Boys With Fun, que j'ai aussi. Converse High, Moving On et Outro, Love Is Not Over. Donc là, c'est écrit... ça fait juste écrit en coréen, maintenant que j'y pense. Mais voilà, l'album, ça veut dire des kanji, mais c'est pas ça. L'écriture en coréen, les hangul, voilà. Les hangul qu'il y a là, ça veut dire ça, The Most Beautiful Moment in Life, mais en coréen, avec un petit truc couleur saumon en arrière. La série The Most Beautiful Moment in Life, qui marque le début d'une success story, s'ouvre sur cette confession des plus intimes. Ensemble, ces garçons transcrivent cette période de leur jeunesse vécue comme le plus beau moment de la vie et en referment le chapitre. Comme l'évoque le titre Moving On, le groupe change de logement pour la première fois depuis ses débuts. Jungkook se souvient. Dans la chanson, je dis cette phrase. Je suis sur le point de partir avec mes derniers paquets et je contemple quelques instants la pièce vide. En effet, je me souviens d'avoir parcouru la pièce du regard avant de sortir. J'ai senti que nous avions mûri. J'attendais avec impatience toutes les choses exaltantes qui allaient se passer dans le nouveau logement. Ah oui, en passant, c'est Dope, la chanson qui est dans mon top 5. Et son intro, c'est une des seules choses que je sais dire en coréen, sans trop de fautes. Hein. En fait, les deux choses que je sais en coréen, c'est en rapport avec BTS, c'est Annyeonghaseyo, Bangtan Seminmida, qui est donc Bonjour, nous sommes les BTS. Et le début de Dope, qui est Yoshua, Bangtan Sumicha, qui est première fois chez BTS. Donc, on s'en doute, 2 phrases extrêmement utiles si je m'en vais à Séoul ou à Daegu. Hein. On se met d'accord là-dessus. Donc, les paroles de Moving On le rappellent. Dans leur premier domicile, ils s'inquiétaient d'un avenir incertain. Ils se sont bagarrés un bon nombre de fois, mais ils se sont aussi rapprochés grâce à l'exiguïté de l'endroit. Le fait de quitter ce lieu pour un nouveau logement était révélateur d'un changement
ou tout du moins leur a donné une raison d'y croire. Pour Jungkook, le déménagement était un signe que la situation du groupe évoluait. D'abord, il y avait plus de chambres, 1, 2, 3 et puis une salle de bain. J'ai eu mon premier ordinateur et mon premier espace de travail. Je n'avais pas de dressing, alors j'ai mis un portant dans le salon pour accrocher mes vêtements et un bureau derrière. C'est pour ça que cet espace a été surnommé plus tard le Golden Closet. Donc voilà, le meuble, le, le meuble de rangement doré. Voilà, tout simplement. Désolé pour cet appel, c'est mon daron. Mais bon, quelqu'un d'autre va répondre. C'était bien plus confortable car le logement était plus grand. J'avais l'impression de pouvoir respirer. Avant, on dormait à 7 dans la même chambre. Là, on était répartis dans les différentes pièces. Jin également a apprécié le confort de ce nouveau lieu. Je partageais une chambre avec Suga. Jungkook et RM en partageaient une autre. Et dans la plus grande, il y avait V, Jimin et J-Hope. Ce n'était plus du tout la même vie. C'était sympa de pouvoir aller dans la chambre des uns et des autres. Basée sur l'histoire de chacun des membres du groupe, cette trilogie offre un récit dont les mots-clés sont jeunesse et plus beaux moments de la vie. De ce point de vue, BTS et Big Hit Entertainment étaient involontairement en train de franchir certaines limites. Partis d'une histoire racontée avec les codes du hip-hop, ils ont élaboré un album d'idoles qui allait faire date. Les règles se transgressent, elles évoluent. En produisant le premier opus de The Most Beautiful Moment in Life, Bang Si-hyuk a transgressé ce qui était considéré comme des règles dans l'industrie des idoles. Selon celle-ci, une chanson forte se devait d'être dansante et le clip vidéo de présenter une performance chorégraphique. Mais dans le clip de I Need You, J'ai besoin de toi, point de chorégraphie ni de décor élégant de type centre-ville ou pays étranger. Au contraire, ils erraient dans ce qui semblait être une périphérie urbaine. C'était lié au contenu même de la vidéo. De fait, il existe deux versions du clip I Need You. Une version officielle, destinée à la télévision, et une version originale que l'on trouvait uniquement sur YouTube. La version originale est 2 minutes plus longue que la version éditée, 2 minutes pour dépeindre la violence, les traumatismes psychologiques, etc., thèmes rarement abordés dans les clips d'idoles coréens. Tenter ce genre d'essai, c'était quasiment s'exposer à l'échec. En Corée du Sud, les idoles, estime-t-on, doivent offrir du rêve. Qu'elles sourient dans leurs clips et qu'elles se rebellent contre le monde, il s'agit de se montrer sous un jour cool, tel est le concept. Voilà pourquoi les chansons sont divisées en deux genres, légères et sombres, en fonction de l'ambiance générale du morceau et des visuels. Il y a des choisis un, dégage-en un de K-pop, justement c'est light contre dark. Je me demandais justement c'était quoi le délire, mais en fait c'est ça, c'est soit des chansons qui parlent de thèmes joyeux, légers, ou des thèmes plus sérieux, des chansons plus personnelles. Donc là, ils parlent de I Need You, mais j'espère qu'ils vont parler un peu de dope aussi, parce que c'est aussi une chanson assez importante. En fonction de l'ambiance générale des visuels. Certains aspects de la vie sont délibérément occultés pour que les fans accueillent les sujets traités comme une fantaisie apaisante. Mais les BTS ont apporté une touche de réalisme dans cet univers et ce n'était pas seulement lié à ce qu'ils exprimaient. Les personnages qu'ils interprètent dans I Need You sont incapables d'extérioriser leurs sentiments. Ils répriment constamment leurs émotions et vont de plus en plus mal. Ils étaient alors difficiles de cerner le sujet abordé jusqu'à ce que la jeunesse soit acceptée plus tard comme une thématique en tant que telle, comme c'est le cas aujourd'hui dans cette musique. Présentée ainsi, elle ne renvoyait pas du tout une image complaisante aux fans habitués à un autre type de production. De plus, I Need You était le titre qui ouvrait la trilogie, et pour bien comprendre l'histoire de cette série, il faut visionner plusieurs vidéos connexes, à commencer par le clip de la chanson forte du deuxième volet, intitulée Run, courir, qui est aussi dans mes préférés. Quoi qu'il en soit, Bang Si-hyuk ne pouvait envisager d'autre voie que celle-là. À l'époque, les BTS se tenaient à la périphérie du monde dans lequel ils évoluaient, incapables d'en toucher le centre, tout comme les personnages de leurs clips. Ils se trouvaient dans une situation délicate. Leur statut était incertain et ils aspiraient au succès. Rien ne semblait fonctionner. La série The Most Beautiful Moment in Life, mais aussi I Need You, sont issus de ce ressenti. Du point de vue d'un producteur, le groupe aurait pu choisir Dope à la chorégraphie effervescente. En fait, jusqu'à I Need You,
Leurs chansons fortes se caractérisaient par leur dynamisme. Le show qu'ils ont donné au Mama fin 2014 avait renforcé cette image. Néanmoins, avec I Need You, Bang Si-hyuk a choisi une chanson s'amorçant avec un rythme lent, presque éthéré, qui aurait pu être perçu comme faible. Au début de la chorégraphie, les 7 garçons sont allongés au sol jusqu'à ce que Suga termine son rap, qui lance le premier couplet, et les autres restent couchés. Par conséquent, on ne comprend pas tout de suite ce que la chanson veut nous dire, loin de là, et c'est une sensation de solitude que nous transmettent les paroles dès les premières mesures. Fall, fall, fall. Tombe, 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 se disperser. Fall, fall, fall. Tombe, 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 tomber. Je me souviens de ces paroles-là. Ouais, bon, c'est pas non plus compliqué à retenir, mais je m'en souviens. Quoi. Les sentiments qu'ils éprouvaient à l'époque se retrouvent dans I Need You. Ces sentiments que RM avait résumés ainsi: s'envoler, se disperser, se rassembler, s'effondrer de nouveau, se ressaisir. I Need You, toutefois, n'était pas seulement une entreprise risquée. Bang Si-hyuk avait confiance en cette chanson. Selon lui, BTS devait évoluer, dépasser ses limites. Répéter le style propre à BTS qu'illustre Dark and Wild, c'était courir le risque de tourner en rond. I Need You a teinté de tristesse subtile l'univers sombre et rugueux de BTS. À l'image des pétales qui tombent et s'éparpillent dans le vidéoclip. Cette chanson, avec ses émotions complexes, est un choix atypique dans l'industrie des idoles. Cependant, le groupe était convaincu qu'elle susciterait une réaction positive de la part d'un large public. Dans I Need You, la musique est calme et apaisée. Lorsque Suga rappe furieusement tandis qu'elle s'emballe quand une voix basse et plaintive s'élève ainsi. Je suis désolé. I hate you. Je t'aime. I hate you. Pardonne-moi. Shit. Violence des sentiments et tristesse se mêlent, une tristesse que l'on éprouve à l'écoute de cette chanson, mais dans un même temps, les émotions gagnent en intensité. Le refrain en particulier se développe longuement avant de se précipiter sur un beat puissant, ce qui permet d'offrir à la fois une catharsis émotionnelle et une performance explosive. Les BTS ont réagi positivement. I Need You n'est ni du hip-hop, ni de l'EDM, ni même cette dance music que proposaient habituellement les groupes d'idoles. Mais ils ont intuitivement adopté la chanson, qui se situe à la frontière entre les genres, entre les émotions. Jimin se rappelle. Lorsque cette chanson a été composée et qu'on nous a exposé le concept de l'album, nous l'avons écouté ainsi que les autres titres. Je me souviens qu'on était tous convaincus, ainsi bien par la qualité des morceaux que par le concept en lui-même. Jungkook, lui, trouvait la chanson ridiculement trop bonne. Et il ajoute: j'étais sûr que ça allait marcher. C'était vraiment bien. Au point de balayer tout ce qu'on avait fait avant. Et de nous faire oublier ces mots. Tu es en danger. In Danger, chanson forte de l'album Dark and Wild. Pour lui, I Need You était porteuse d'espoir. Comment dire? C'était comme un début. Notre début. Une seule fois dans une vie. J'avais écrit dans la vie, c'est d'une vie. Bon, peu importe. Afin de bien assimiler les conséquences de cette rupture avec les règles conventionnelles, il fallait changer d'approche. Pour I Need You, Jin a modifié sa façon de chanter. Jusqu'à présent, j'avais toujours forcé ma voix, et là, pour la première fois, j'ai ajouté de la respiration. Quand on a enregistré, j'ai interprété tout le morceau de cette façon et certaines parties ont été conservées pour la version finale. C'était pas vraiment naturel sur le coup, mais c'était la bonne solution. La danse également avait besoin d'être vue, J-Hope explique. Avant, je me contentais de mettre toute mon énergie dans la danse, mais pour I Need You, il était important d'exprimer des émotions. Pour que la chorégraphie fonctionne, il fallait que la mélancolie soit perceptible. L'expression du visage comptait presque autant que les mouvements. Pour ce faire, il se projetait dans un personnage. Quand je dansais, je me mettais dans la peau d'un garçon sur le point de tomber d'une falaise, dans une situation angoissante, risquée. Les émotions dont a fait part J-Hope ont perduré jusqu'au shooting des photos promotionnelles de The Most Beautiful Moment in Life, Part 1, et au tournage du clip de I Need You. Il poursuit. C'était quand même très étrange, je dois dire. On a fait beaucoup de vidéos et je n'avais pas l'impression de vivre comme une pop star, plutôt comme un garçon qui profitait de sa jeunesse. Le fait de voyager avec les autres pour les tournages, par exemple.
Peut-être parce que pendant les tournages, je pensais au moment où je m'étais senti perdu, où je doutais de moi. En tout cas, je n'avais pas l'impression de travailler en préparant cet album. Citation de Jungkook. Comment dire, c'était comme un début. Notre début. RM n'est pas loin d'avoir éprouvé des sentiments similaires. Avec du recul, je me demande s'il n'y aurait pas eu quelque chose de plus à tirer de nous. Je pense qu'après Danger, ça n'arrivait plus, mais apparemment j'ai eu tort. C'est vrai que I Need You a joué un rôle important. Cette fois, dès le début, on avait le pressentiment que ça allait marcher. Il me semble que l'envie de créer notre plus beau moment dans la vie était cachée dans notre inconscient. Pour Jimin, ce qu'il ressentait ce qu'ils ressentaient tous a influencé le tournage du clip. Je pense qu'on a fusionné avec le concept même de l'album. J'aimais vraiment être avec eux. Je me suis souvent dit que c'était un très beau moment, voire le plus beau de ma vie. Dans le clip, je me suis immergé dans mon rôle et on m'a souvent fait remarquer que les émotions que dégageait mon personnage me correspondaient. Ils se sont tous largement identifiés au personnage du clip, ce qui leur a permis de mieux les investir encore, alors qu'ils n'avaient aucune expérience en tant qu'acteurs. Un rôle qui conserve une place particulière dans le cœur de vie. C'est un personnage, je crois, qui n'avait d'autre choix que de devenir le mal. Un être qui bascule du bien vers le mal à cause des circonstances, si l'on admet l'existence du bien et du mal. Donc si on a une vision, j'ai plus le mot, mais voilà, il y a un mot pour ça, pour dire que on voit tout, soit tout noir ou tout blanc. Manichéen, voilà. Donc ça, c'est quand on pense qu'il y a juste le bien et le mal, c'est qu'on a une vision manichéenne. Ça doit venir d'un mec, hein, maniché, je sais pas. Non, pas il m'a niqué. Manichéen. Voilà. Si on admet l'existence du bien et du mal. Alors, quand je le regarde, il me touche vraiment. Avant même le succès commercial de la série The Most Beautiful Moment in Life, le tournage leur a permis de s'épanouir. Jimin s'en souvient. Moi, en fait, je faisais ce travail parce que j'avais toujours eu ce rêve. Mais là, c'était tellement bien. On s'interpellait. La jeunesse, c'est nous. On chantait, on répétait la chorégraphie, on tournait, tout ça ensemble. J'étais tellement heureux d'être avec eux. En plus, on faisait l'unique chose que j'aimais. J'étais persuadé que plus tard, je ne pourrais pas expliquer ma vie sans évoquer ces moments partagés. Cette expérience l'a aidé à grandir en tant qu'artiste. C'est à l'époque de The Most Beautiful Moment in Life que j'ai pris confiance en moi sur scène. Peu à peu, je trouvais en quoi j'étais bon. Jin parle de la proximité qui s'est créée avec les autres. Je me suis senti plus proche d'eux, comme s'ils étaient ma famille. Et puis, vous savez, on tournait le clip comme si c'était un film. Quand je le regarde, j'ai vraiment l'impression que nous sommes des acteurs. Avant, je pensais juste qu'on était des idoles, mais depuis, quand je pense au groupe, je nous vois comme les personnages principaux d'un film. Un film qui va sûrement, qui s'il existait, serait évidemment mon préféré. Mais bon, ça va être long d'avoir un film narratif sur la vie de BTS. Alors, le plus proche qu'on a, c'est la série qu'il y a sur Disney+, qui est excellente. Et un même sentiment s'est mis à grandir en eux. Jimin a résumé l'état d'esprit du groupe juste avant la sortie de The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Nous avions cette sensation. On va y arriver. Attente. Dans l'album The Most Beautiful Moment in Life Part 1, le morceau Skit Expectation exprime, comme son titre l'indique, le sentiment d'attente qui habitait les garçons avant la sortie de l'album. Pour être précis, c'est plutôt de l'attente que leur espoir se concrétise. Répéter qu'il faut être le numéro 1 était une sorte de mantra pour évacuer leur anxiété. Pourtant, d'habitude, quand on se met trop de pression pour être numéro 1, c'est l'inverse, ça crée de l'anxiété. Bref, je suis pas dans leur tête. Job se souvient. Il se souvient de beaucoup de choses, c'est quand même bien. Le travail, c'était important pour nous, pour moi. Pour tout le monde aussi, mais là, c'est écrit pour moi. J'avais un rêve, je voulais qu'il se réalise. Et de ce fait, j'étais plutôt anxieux. Je crois que je me demandais aussi si j'allais être vraiment heureux en faisant ce métier. Je bloquais là-dessus. Tous voulaient sortir de ce cercle vicieux
qui, comme le dit J-Hope, se résumait à une succession de hauts et de bas. En fait, ce qu'il désirait n'avait rien d'extraordinaire. Être classé numéro 1 palmarès d'une des émissions musicales télévisées. Il n'était même pas question d'une victoire dans un classement annuel d'albums ou dans une cérémonie de remise de trophées. Il souhaitait juste remporter le premier prix dans une de ces innombrables émissions de musique diffusées chaque semaine. Pour les idoles, se retrouver à la première place dans un programme de ce type est considéré comme un rite de passage. En Corée, ces émissions sont diffusées chaque semaine et comme il en existe sur toutes les chaînes câblées ou hertziennes, des chaînes hertziennes, vous avez appris un truc, on peut dire qu'il y en a presque une par jour, excepté le lundi. Ça tombe mal, on est le lundi. En fait, ça tombe bien parce que les Coréens, regardez la vidéo, les Coréens francophones. Il n'y a pas d'émission dans la musique, donc vous avez le temps. En outre, chaque programme possède ses propres critères de classement. Dans certains d'entre eux, on peut avoir plus de chances d'être classé en tête si on a de bonnes ventes sur les plateformes de streaming, tandis que dans d'autres, ce sera en fonction des ventes de CD. Il faut l'emporter au moins une fois, ne serait-ce que dans une de ces émissions, avant de pouvoir parler de popularité ou de succès. La plupart des artistes qui n'atteignent pas la première place au bout d'un certain temps disparaissent de ces programmes. À l'exception des grandes agences de divertissement, il est difficile pour les labels d'investir financièrement sur une idole qui n'a pas réussi à être numéro 1 dans ce genre d'émission. Dans une émission de ce genre. À cette période-là, plus précisément pendant les 4 mois séparant la sortie de Dark and Wild et celle de The Most Beautiful Moment in Life Part 1, ils étaient au bord de décrocher une première place. Avec leur précédent album, School of Affair, ils avaient été nominés pour Boy in Love et le nombre de leurs fans est en augmentation rapide depuis les Mamas. Fin 2014. Cependant, Dark and Wild n'avait pas répondu aux attentes, du moins en matière de chiffres. Et le nouvel album n'était pas encore là. Ni BTS ni Big Hit Entertainment n'étaient en mesure d'évaluer la popularité du groupe. Pendant la promotion de l'album Dark and Wild, alors qu'ils discutaient avec l'agence de la direction à prendre, V aurait dit « Il y a des groupes plus populaires que nous et d'autres qui le sont moins. Mais je ne pense pas qu'il y ait un autre groupe comme le nôtre. Nous avons notre propre place, bien à nous. » Il a ensuite indiqué ce qui lui semblait une condition nécessaire à leur développement. Ce serait bien d'organiser un grand concert, ce qu'on appelle un show légendaire. Ce show légendaire aura lieu quelques mois plus tard, lors des Mamas 2014. Pour autant, cela ne leur permettrait pas de décrocher une première place. Ils n'avaient jamais été aussi proches de la victoire dans une émission musicale, et malgré cela, ils ne l'avaient toujours pas atteinte. Toutes leurs attentes et angoisses se retrouvaient dans Skit Expectation. Job se souvient. Nous voulions cette place, nous voulions gagner. Nous n'avions qu'une pensée, accomplir quelque chose. Cri de joie à 1h du matin. The Most Beautiful Moment in Life Part 1 est sorti le 29 avril 2015 à minuit sur différentes plateformes de streaming. En raison de l'agrégation des classements en temps réel qui se faisait toutes les heures à l'époque, la plupart des groupes d'idoles sortaient leurs chansons à minuit, encourageant leurs fans à les écouter pour les faire grimper au classement. Ces méthodes de décompte des plateformes de streaming coréennes ont disparu depuis, et les morceaux sortent généralement à 18h à présent. Bon, ça dépend, c'est 18h en Corée, hein, peut-être qu'au US, ici ou en France, c'est pas la même heure. Mais bon, 1h plus tard, c'est-à-dire 1h du matin, alors qu'ils attendaient la mise à jour des classements, Len So-yoon, alors administrateur de Big Hit Entertainment, a poussé un cri d'étonnement en découvrant les résultats. I Need You était entré à la 2e place dans le classement de Melon, la plateforme qui dominait alors le marché coréen. Les BTS ont été tout aussi surpris. Jio se souvient de cet instant. Je crois qu'on a regardé ensemble le chart en plein milieu d'une séance d'entraînement. On était si heureux, nous n'avions jamais été classés aussi haut auparavant. On a pris conscience que notre chanson avait été écoutée par toutes ces personnes et on était émus. Ah, c'est donc pour ça qu'on fait de la musique, je me suis dit. L'un des vœux les plus chers de Suga au début de sa carrière était de figurer en première place de ce classement. Pour lui, la marque du succès. Je pensais que ça représenterait tout, le but ultime. Je crois que mon critère en matière de succès était à ce moment-là d'être numéro 1 dans le classement de Melon. Je scrutais les charts presque tous les jours. J'analysais les données,
comme s'il s'agissait du cours de la bourse. Bien que I Need You n'ait pas exaucé le souhait de Suga, être numéro 2 au classement de Melon à l'époque était aussi difficile que d'être numéro 1 dans un programme musical télévisé, voire plus. Comparativement aux artistes qui jouissaient d'une grande notoriété, il est difficile pour un groupe d'idoles avec des activités essentiellement tournées vers son fandom d'obtenir un bon résultat sur une plateforme de streaming comme Melon, qui est très fréquentée. Les classements en temps réel, établis chaque heure en fonction du nom d'utilisateur, sont bien évidemment favorables aux artistes disposant d'un fandom considérable. Ce ici en tête n'était pas chose aisée. Même Danger, chanson forte de leur album Dark and Wild, n'avait pas accédé à un rang significatif dans ce classement en direct. Le fait que leur nouvelle chanson accède à la 2e place démontrait qu'ils avaient gagné un nombre non négligeable de fans, à la grande surprise du staff de Bigot Entertainment. Toutes sortes de classements ont donné de bons résultats. Selon Gaon Chart, la quantité de CD de l'album The Most Beautiful Moment in Life Part 1 mise sur le marché en 2015, soit 203 664 exemplaires, avait plus que doublé comparé à celle de Dark and Wild en 2014. Puis BTS s'est enfin classé en tête des programmes télévisés. Avec I Need You, le groupe a obtenu la première place dans The Show sur la chaîne de télévisée SBS MTV, ce qui constituait un événement inédit. 3 jours plus tard, le 8 mai, il se classait premier dans Music Bank, émission de la chaîne généraliste KBS. Voici ce qu'en dit Jimin. Nous l'avons pris comme une récompense. En tant qu'équipe, nous avions accompli quelque chose et j'en étais très ému. À quel point je m'étais donné, j'avais travaillé, n'avait pas vraiment À quel point je m'étais donné, j'avais travaillé, n'avait pas vraiment d'importance. J'étais tellement reconnaissant que notre travail acharné ait porté fruit. Les autres partageaient ce sentiment. Davantage que le succès, être à la première place signifiait qu'ils étaient enfin reconnus pour ce qu'ils étaient, et ils en concevaient une grande joie. Écoutons Gio. C'était le sentiment d'être reconnu. D'abord pour notre musique, puis pour un album, mon nom, notre groupe, toutes ces choses qui nous faisaient nous sentir vivants. Puis il ajoute à propos du bonheur d'accéder à la popularité. C'était tellement bon d'être reconnu pour ce que j'étais à travers ce que je faisais. C'était extrêmement agréable parce que pour la première fois, je me rendais compte que j'étais aimé. L'impact de la victoire sur la jeunesse. Tandis que le succès devenait tangible, le monde s'était aussi mis à changer. En témoignent les vidéos tournées dans les coulisses de programmes télévisés et mises en ligne de leur chaîne YouTube dans la section Bangtan Bomb. Bangtan Bomb est un contenu de la chaîne YouTube de BTS, Bangtan TV. Il s'agit de courtes vidéos d'eux au naturel dans les coulisses des concerts ou dans divers lieux de tournage et bien sûr sur scène. De 2013 à 2015, c'est-à-dire de l'année de leur début à celle de la sortie de l'album The Most Beautiful Moment in Life Part 1, ces vidéos les montrent en train de s'amuser en attendant des résultats ou de se préparer avant de monter sur scène. Mais à partir de l'album suivant, The Most Beautiful Moment in Life Part 2, on a aussi pu les voir dans les coulisses d'une émission télévisée qu'ils s'apprêtent eux-mêmes à présenter à l'occasion de la sortie de l'album. Cela permet de prendre la mesure de ce qu'a signifié The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Il arrive qu'une émission télévisée soit présentée par l'artiste lui-même, ce qui signifie qu'il est en passe de devenir célèbre. Dans une vidéo, on assiste aussi à la réaction du groupe qui vient de remporter la première place dans une émission. Jimin décrit le changement que lui et les autres ont alors vécu. Je pense que c'est probablement à partir de ce moment-là que nous avons commencé à prendre conscience de ceux qu'on appelle les fans. Avant, on n'arrivait pas à les définir véritablement. On se demandait qu'est-ce qu'on va leur dire? Et après, allez, on fonce. Il faut qu'on assure. Mais quand on est devenu numéro 1, nos débuts à la télévision me sont revenus en tête. Ce jour-là, une dizaine de fans étaient venus nous soutenir. J'ai vraiment senti que sans eux, sans ceux qui nous supportent, nous n'avions pas de raison d'être, qu'on leur devait beaucoup. Leur succès leur a permis de prendre conscience de ce pourquoi ils avaient travaillé jusque-là, et de ce pourquoi ils souhaitent s'investir dans l'avenir.
Job se souvient de leur état d'esprit après The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Nous avions tous de l'ambition, je crois. Nous avions réalisé un rêve. Toutefois, nous ne voulions pas nous en contenter, mais montrer encore une meilleure image de nous-mêmes. Je pense que nous nous sommes dit, je veux aller plus haut encore. Et c'est peut-être comme ça que nous en sommes arrivés là, où nous en sommes aujourd'hui. Si un seul d'entre nous avait pensé différemment, nous n'aurions pas réussi. Bien que le succès les ait emmenés à viser plus haut, et par pure coïncidence, qu'ils ont choisi le titre Dope après I Need You. Bien que le succès les ait amenés à viser plus haut, c'est par pure coïncidence qu'ils ont choisi le titre Dope après I Need You. I Need You et Dope ont été en quelque sorte deux jalons importants susceptibles d'expliquer ce qu'était BTS à l'époque. Si I Need You semble dépeindre les difficultés et le désespoir du groupe jusqu'à l'album Dark and Wild, Dope illustre de quelle manière ils ont réussi malgré tout. On est crevé, odeur de sueur dans la salle. Regarde, résonne, ma salle qui répond, ma danse qui répond. Le mot utilisé dans le titre, Jolda, je parle pas coréen, est généralement l'équivalent de swag. Il signifie être génial ou déchiré. Mais BTS l'a pris dans le sens d'être crevé, alors que d'autres groupes d'idoles ayant rapidement accédé à la popularité utilisaient ce terme pour afficher leur confiance en soi, confiance en eux, on est géniaux. BTS mettait en avant le fait de s'entraîner jusqu'au bout de leur force. Après l'ascension rapide de I Need You, la chanson suivante, Dope, a surfé sur le sillage de cet outsider qui venait de conquérir les charts. Alors que I Need You se déploie dans un sentiment de tristesse grandissant avec un refrain à la mélodie complexe, Dope atteint son point culminant dès le début et le maintient de bout en bout grâce simplement à deux syllabes en coréen. Jo-ryo et au beat. Bienvenue, première fois avec BTS. Yojoro, Magnanchumi Chamaji. Ouais, donc je suppose que le début c'est ça, c'est Joro, donc J-J-E-O-R-E-O, enfin en tout cas en romanisé. Donc je suppose que ça veut dire bienvenue, ouais, simplement. Donc le Yojoro, Bangtan Sumichameji, ben le Yojoro c'est le bienvenu. Ces paroles de RM, qui ouvrent Dope, ont fait sens par la suite. Si ces auteurs ne pouvaient imaginer le futur succès de The Most Beautiful Moment in Life Part 1 quand ils l'ont écrite, cette chanson est celle qui finalement présente le mieux le groupe à ceux qui l'ont découvert grâce à cet album. En même temps, quand ça commence de même. I Need You et Dope résument l'essence même de BTS à l'époque. Elle témoigne de la façon dont se battaient ces outsiders jamais découragés en dépit des épreuves. L'élan qu'ils avaient pris avec I Need You s'est renforcé de manière irrépressible avec Dope. Ils ne s'imaginaient pas seulement de chiffres ou de charts, mais aussi d'une affaire de ressenti que toute personne dans l'industrie des idoles pouvait percevoir. Avant de continuer, citation de Jimin. Je pense que c'est probablement à partir de ce moment-là que nous avons commencé à prendre pleinement conscience de ceux qu'on appelle les fans. Les groupes d'idoles coréennes tiennent parfois des mini-fan meetings, sorte de mini-rencontres organisées devant les studios de télévision après l'enregistrement d'une émission, occasion pour eux d'échanger avec leurs fans de la première heure. La taille et l'enthousiasme du fandom peuvent d'ailleurs être évalués au nombre de personnes qui s'y rendent. Pour les groupes les moins populaires, il y a parfois moins de fans que d'idoles. Ça dépend si le groupe a 20 membres. Bon, s'il y en a 14, c'est quand même pas mal. Mais bon, c'est sûr que si c'est juste 7, s'il y a 2-3 fans, c'est un peu nul. Lorsque les BTS, qui n'avaient pas quitté le costume de scène qu'ils portaient pour Dope, ont fait un mini-fan meeting, la zone devant les studios était bondée d'armées au point que pour des raisons de sécurité, il n'avait pas été possible d'accueillir tout le monde. Les fans de BTS n'étaient plus la rangée qu'évoquait Jimin. Oui, la première rangée quand ils faisaient leur premier show. Là, c'est la foule. Donc, le mini-fan meeting. Donc, le 5 juillet 2015, le jour de Inkigayo, un programme musical de la chaîne SBS. L'ère des contenus autoproduits. Comme toute industrie, celle des idoles possède un ensemble de savoir-faire qui sert de norme aux producteurs.
Ces savoir-faire ne sont certes pas qualifiés comme tels en raison de la nature même de cette industrie, mais ils se sont développés dans le sillage de quelques agences avant de devenir rapidement les codes que l'ensemble de l'industrie doit adopter. SM Entertainment, notamment, n'était pas étranger au fait que les groupes choisissent généralement un morceau dansant comme chanson fort et réalisent des performances spectaculaires basées sur une chorégraphie synchronisée. Le Kalgunmu, l'équivalent en coréen de ça. Grâce à ces performances uniques, dont on peut dire qu'elle réinvente les morceaux, les groupes d'idoles de SM Entertainment ont fait passer les consommateurs de ce marché du statut de simple auditeur à celui de fans dévoués. YG Entertainment, par l'intermédiaire de Big Bang et de 2NE1, a de son côté intégré les tendances mondiales du hip-hop et de la pop aux structures des morceaux de K-pop, en mêlant le street style et la haute couture, ce qui avait rarement été tenté jusqu'alors. YG Entertainment a aussi influencé le milieu de la mode, sans parler du grand public, bien au-delà des fandoms. Après The Most Beautiful Moment in Life Part 1, Big Hit Entertainment a ajouté des normes à celles établies par les autres agences. À commencer par le concept de la série d'albums et le fait d'utiliser des histoires se prêtant à différentes interprétations. L'utilisation des beats aussi pour augmenter brusquement l'énergie d'une chanson, comme pour le premier couplet de Dope. J'ai travaillé toute la nuit, every day, pendant que tu t'amusais dans un club. Des normes adoptées par de nombreux groupes depuis. En outre, le fait que les idoles développent leur activité sur des plateformes internet plutôt que sur les chaînes de télé traditionnelles a marqué le début d'une nouvelle ère, avec de nouvelles règles. Les publications de BTS sur YouTube avant leur début étaient similaires à celles des youtubeurs actuels. À cela s'est ajouté la plateforme de streaming en direct VLive qui leur a permis de mettre en place leur propre système de promotion. VLive a été lancé par Naver en août 2015, 3 mois après la sortie de The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Cette plateforme a offert la possibilité à divers artistes, en particulier aux idoles, de fournir à leurs fans des contenus variés et de communiquer instantanément avec eux en diffusant des directs, tantôt à des horaires programmés, tantôt à l'improviste, ou encore en répondant aux commentaires en temps réel. C'est le début de l'ère des contenus autoproduits, donc en gros des choses faites par les idoles eux-mêmes. L'avènement de VLive a signé la fin de l'époque où les idoles restaient mystérieusement cachées dans les coulisses ou diffusaient du contenu avec parcimonie. Désormais, les contenus autoproduits, sortes de teasers fabriqués par les idoles et leur agence, sont incontournables dans cette industrie qui, lorsque BTS a fait ses débuts, était déjà un océan rouge, un secteur fortement concurrentiel. En offrant ainsi continuellement des teasers, ils sont parvenus à ce que les fans ne détournent pas le regard, y compris en dehors des périodes de promotion d'albums. Pour les BTS qui avaient mis en ligne divers contenus pour leur blog et YouTube avant leur début, l'ère du contenu autoproduit n'était pas une nouveauté. Leur expérience en matière de vlog les a naturellement conduits à proposer des directs. Et ces contenus ont servi de source constante de teasers pour les fans qui les suivaient sur VLive. Run BTS, un programme de VLive conçu et proposé par BTS et Big Hit Entertainment pour leur promotion, était la dernière pièce de ce nouveau système. Ce qui est ironique, c'est que Run BTS va devenir une chanson dans l'anthologie aussi. Il y a Born Singer et Run BTS qui plus tard vont devenir des chansons. Pour les groupes d'idoles, les émissions qui leur sont intégralement dédiées ont toujours été importantes, non seulement parce qu'elles leur permettent d'offrir autre chose que de la musique, mais aussi parce que la personnalité de chacun peut y être mise en valeur. Les boys bands coréens de la première génération, apparus autour de l'an 2000, ont souvent utilisé ce genre d'émissions pour bâtir leur popularité. Cependant, jusqu'à Run BTS, la production de ces programmes de divertissement était du ressort des diffuseurs. Les groupes sous l'égide de grandes agences étaient en mesure de se faire un nom grâce à ces émissions, dont ils étaient l'unique invité. Seulement les chaînes, devant tenir compte des taux d'audience, choisissaient généralement des idoles déjà populaires. Avec Run BTS, Big Hit Entertainment a intégré la production de ces programmes dans le domaine propre aux agences. C'était un gros pari pour une structure de taille modeste. Or, il n'est pas exagéré de dire que Run BTS a bien plus de succès que n'importe quelle émission télévisée, y compris Rookie King, Channel Bangtan ou American Hustle Life. Contrairement aux émissions produites par des chaînes de télé, Run BTS
a pu exister sans risquer de se voir retirer de l'antenne. Par ailleurs, l'agence tenait compte de la condition physique des membres du groupe. Désormais, les ARMY pouvaient suivre leur groupe préféré dans des émissions télévisées puis profiter sur V-Live des interviews dans lesquelles les BTS livraient leurs réflexions avant d'aller regarder des vidéos ou des photos de coulisses sur YouTube ou Twitter. Et entre-temps, ils avaient accès à des émissions de divertissement comme Run BTS. Les ARMY qui avaient rejoint le fandom grâce à The Most Beautiful Moment in Life Part 1 pouvaient rester éveillés des nuits entières pour passer en revue les teasers qui s'étaient accumulés pendant plus de 2 ans. Mais l'ère des contenus autoproduits n'a pas seulement changé la façon dont les idoles travaillaient, la définition même d'idole a commencé à évoluer dès lors que celles-ci se sont mises à évoquer leur vie en dehors de la scène et se sont adressées directement à leurs fans. Alors qu'auparavant, on attendait d'elles qu'elles fassent toujours bonne figure, elles se sont peu à peu dévoilées. On fait part de leurs problèmes au public et aux médias et parfois exprimé des avis critiques. Aujourd'hui, dans les années 2020, les idoles parlent plus ouvertement des difficultés qu'elles rencontrent. Il arrive même qu'elles interrompent leur activité lorsqu'elles sont physiquement ou psychologiquement épuisées. C'est ainsi que les idoles coréennes ont commencé à avoir une identité propre, différente de celle du Japon ou des États-Unis. L'agenda de BTS n'en était que plus chargé. Ils ont dû jongler avec V-Live et les réseaux sociaux tout en préparant le deuxième opus de The Most Beautiful Moment in Life. Comment ont-ils appréhendé ce surcroît d'activité? V répond sans détour. Je me contente de suivre les décisions du groupe, mais je ne considère pas que les miennes aient la moindre importance. Si je suis contre quelque chose et que les autres sont pour, je pars du principe qu'ils ont raison. S'ils disent on a envie de le faire ou il faut le faire, je les suis. Lorsqu'on lui demande comment une telle attitude est possible, il répond je pense que c'est parce qu'on est BTS. Puis il ajoute c'est un groupe sur lequel j'ai misé ma vie, alors je ne peux pas décider en fonction de mon opinion personnelle, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'agis comme ça. Disons que le principe du groupe, c'est on y va, et mon principe, c'est de suivre cette direction. J-Hope se souvient également de ce qu'il ressentait à l'époque. On gardait toujours à l'esprit qu'il ne fallait pas perdre. On se disait, on peut encore faire mieux. Et on en faisait plus. Quel que soit le domaine, je crois qu'on a toujours fait plus. Jamais moins. Dans ce contexte, le mukbang intitulé Eat Jin, diffusé sur la chaîne YouTube de BTS à partir du 20 mai 2015, illustre non seulement leur volonté de développer leur contenu, mais également ce que cette nouvelle ère représentait. Pour votre info, le mukbang, c'est un principe très coréen. C'est en gros du monde. C'est pas juste coréen, mais disons que c'est majoritairement ça. C'est du monde qui se filme en train de bouffer une quantité gargantuesque de bouffe. Genre, t'as une table complète avec, je sais pas moi, des chicken wings, avec des burgers, avec des pizzas géantes, puis ils bouffent tout ça devant toi. Et Jin, vu que c'est le cuisinier, ben c'est aussi le plus grand mangeur de la gang. Fait que, pour ça que c'est celui à lequel je m'identifie le plus. T'sais, c'est l'aîné de son groupe. Il aime manger, il aime Mario, me semble, si j'ai bien compris. Il est né le 4 décembre, donc moi, le 9, on est quand même proche. Et en plus, on est tous les deux très imbus. On s'aime beaucoup. Donc, si je devais m'identifier à un BTS, ça serait Jid. Mais je vais pas le faire parce que ça sert à rien. À part ça, il n'y a rien. Mais voilà, si je devais en choisir un qui serait le plus crédible, que je pourrais interpréter de la manière la plus crédible, ce serait peut-être Jid. Mais bon. Je lance ça dans le vide. Ça n'a pas grande signification. Tout ça pour dire que le mukbang, c'est une pratique où les Coréens bouffent en simonac devant la caméra. Et j'espère qu'ils ne l'expliquent pas juste après, sinon ce que je viens de faire, ça sert à rien. Avant leur début, Jin avait déjà partagé sur leur blog officiel une vidéo où il cuisinait, mais à l'occasion de la promotion de The Most Beautiful Moment in Life Part 2, il a entrepris de se filmer en train de manger. À l'époque, je n'avais rien pour interagir avec mes fans. Alors je me suis dit que je devais poster quelque chose, ne serait-ce que pour ça, parce que j'aime manger. J'ai commencé ces vidéos pour que mes fans gardent le contact avec moi. Lui fait partie de la gang de ceux qui vivent pour manger et non mangent pour vivre. Jin opérait discrètement dans un coin de peur de déranger les autres qui travaillaient. Mais comme ces vidéos ont été immédiatement bien accueillies, il est passé de YouTube à V-Live afin d'être en direct. Il se souvient.
Ça a pris de l'ampleur avec la diffusion sur V-Live. À l'origine, j'étais seul devant mon téléphone portable et il me suffisait de me filmer en train de manger pour V-Live, on a fait ça avec le staff de l'agence. Personnellement, ça m'embêtait parce que je n'aime pas mettre la pression sur les autres, mais l'équipe m'a dit de ne pas m'inquiéter et que c'était naturel qu'ils s'en occupent. Je pense que ce n'était pas très bon au début parce que c'était en direct. Et puis à ce moment-là, il y avait encore l'idée qu'on devait être maquillé pour une émission. Contrairement à ses inquiétudes, le programme Eat Gin s'est pas imposé comme l'un des contenus autoproduits les plus représentatifs de BTS. Et ses prouesses culinaires restent une des caractéristiques du garçon. C'est sûr que si c'est un mukbang ou la bouffe qu'il mange, s'il l'a fait lui-même, c'est vrai qu'il y a quand même une petite innovation. Voilà. Reste une des caractéristiques du garçon. Depuis l'époque où il était un stagiaire inconnu jusqu'à aujourd'hui, où il est devenu une superstar, il affiche la même personnalité qui s'exprime dans la cuisine et la nourriture. Ainsi, l'ère des contenus autoproduits a renforcé la relation entre les idoles et leurs fans. Et sans que cela soit prémédité, cette relation qu'a forgée BTS avec son armée sur Internet représenterait une voie de salut, leur meilleur soutien lors des événements qui allaient advenir à partir de The Most Beautiful Moment in Life, Part 1. L'envers de The Most Beautiful Moment in Life. Suga parle toujours d'une voix basse et portée et posée en interview. Donc, un peu nonchalant, si on peut dire ça de même. Même les choses dont on se demande comment il a pu les supporter, il les évoque comme si ce n'était rien. Une fois, cependant, il a haussé le ton. C'est pas quand il s'est fait clasher par l'autre con. Là. Et justement, j'ai lu sur cet autre con, là, lui qui avait insulté RM et Suga, il s'est excusé genre 7 ans plus tard, comme ça. Tu sais, BTS est devenu connu, on va s'excuser. Bon, bravo. Sacré culot, fils de salaud. Et j'ai entendu qu'il y avait beaucoup plus de dislikes que de likes sur ces clips maintenant que les fans de BTS savent ça. C'est un peu drôle. Bref. Donc, pourquoi il a haussé le ton, c'est pas ce que je viens de dire. La vidéo postée sur la chaîne officielle de BTS le 19 mars 2015 les montrait confectionnant des cadeaux pour leurs fans autour de Suga, dont c'était d'ailleurs l'anniversaire. Si c'est l'anniversaire, c'est pas le 19 mars, mais le 9. C'est pas le 19, c'est le 9 l'anniversaire de Suga. Voilà, ça vous le savez. Vous savez le 13 octobre et le 9 mars. Il avait préparé des autoportraits réalisés au Polaroid et des lettres manuscrites à offrir aux gagnants qui avaient été sélectionnés par tirage au sort. Il s'ingéniait à écrire un message différent pour chacun. Les autres en faisaient autant et emballaient les cadeaux. Donc si c'est bien le 9 mars et non le 19, c'est son 22e anniversaire. Lorsqu'on lui a demandé quel était son état d'esprit alors qu'il s'adonnait si soigneusement à cette opération, il a répondu d'une voix forte « Je pense que ces gens-là sont ma raison d'être. » Puis, quand je dis ça comme ça, certains pourraient rétorquer « Allez, arrête, mais c'est vrai. Dans ma vie d'idole, si on m'enlève mes fans, je suis vraiment quelqu'un d'insignifiant. Je ne suis rien. J'ai toujours le sentiment que je leur suis redevable et aussi que je suis responsable d'eux. Je crois que c'est une des choses qui me motive. Sans cela, il me semble que je n'aurais pas pu faire ce travail. Je dois me perfectionner, prendre mes responsabilités et satisfaire mes fans. C'est primordial. Et voici la raison pour laquelle il réagit ainsi. Ce que je voyais du monde extérieur en un mot, c'était l'enfer. Qu'est-ce que certains n'auraient pas en nous pour nous haïr autant? Je n'attendais pas grand-chose. Nous n'avions qu'une vingtaine d'années et il y avait même des mineurs parmi nous. Alors pourquoi nous ont-ils détestés à ce point? Donc si on va en 2015, oui, ce cher Jungkook allait avoir 18 ans, mais seulement en septembre. Donc il avait encore 17 ans quand Suga dit ça. Donc c'est pas des mineurs, il y en avait juste un, mais quand même. On voit ce qu'il veut dire. C'était tous des jeunes, des gamins. Dans un sens. RM déclarera plus tard dans la vidéo Army Corner Store que la période de 2015 à 2017 avait été difficile. Ben, comme celle de 2013 à 2015 aussi, j'ai l'impression que jusqu'à ce qu'ils deviennent populaires internationalement, c'était difficile. Et je dis pas que c'était moins difficile après, mais c'est sûr qu'au début, il fallait faire l'épreuve.
Fait qu'ils fassent leurs preuves. Ils étaient enfin parvenus au sommet de la gloire et en même temps étaient confrontés à un cyberharcèlement massif. Ça, c'est plus possible maintenant. Vu le statut de BTS actuel, là, ça n'existe plus, ça. Là. En tout cas, c'est très... Faut chercher profondément. Si on en cherche la raison, on n'en trouvera pas forcément de réponse. D'ailleurs, cela ne semble pas nécessaire. C'était peut-être prévisible dès lors que l'article annonçant leur début a suscité des commentaires malveillants. On leur a reproché de venir d'une agence peu connue de faire du hip-hop alors qu'ils étaient des idoles. Puis t'as les fans de hip-hop qui disent qu'ils trahissent le hip-hop. Donc voilà. Les hip-hop l'aiment pas parce qu'ils font plus que ça. Puis ceux qui sont fans des idoles, ils aiment pas ça parce qu'il y a du hip-hop dedans. Sacré bordel. Quant à la première grande attaque contre eux, elle a eu lieu lorsqu'ils avaient vendu trop de disques. Okay. Les titres de The Most Beautiful Moment in Life Part 1 étant montrés beaucoup plus haut dans les charts des plateformes de streaming que ceux de Dark and Wild, on pouvait s'attendre que les ventes de disques de l'album augmentent de façon spectaculaire. Les classements des plateformes de streaming bénéficiaient d'un public beaucoup plus large que le nombre d'acheteurs de disques. Le fait qu'un groupe comme BTS, qui s'appuie sur son fandom pour sa promotion, domine ce type de classement, a eu pour conséquence de faire augmenter sensiblement le nombre de ses fans. Cependant, ces résultats n'ont pas déclenché que des réactions de surprise ou des applaudissements. Les fake news se sont propagées au nom du doute. Sous prétexte que The Most Beautiful Moment in Life Part 1 avait connu de meilleures ventes que Dark and Wild, on a prétendu que les fans achetaient les disques de BTS en quantité, que le chiffre des ventes indiqué sur Hanto Chart avait augmenté instantanément de quelques milliers d'exemplaires, a été présenté comme la preuve du bien fondé de ces soupçons. En Corée, les ventes de disques sont publiées par le Hanto Chart, classement qui comptabilise les ventes en temps réel, ce qui inclut les disques écoutés en pré-vente chez les disquaires comme ceux vendus au moment de la sortie d'un album, lors des séances de dédicaces qui ont souvent lieu le week-end. C'est pour cette raison que certains fans ont eu tendance à dire que les ventes avaient explosé lorsqu'ils ont constaté cette augmentation soudaine. Donc, Hanto Chart. Le Hanto Chart communique le nombre d'albums vendus par les détaillants en ligne et hors ligne. À l'époque, cela n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, mais il suffisait de se renseigner auprès du Hanto Chart. Une armée l'a d'ailleurs fait et a eu confirmation qu'il ne pouvait pas s'agir d'un achat massif. Une employée de Big Hit Entertainment a quant à elle protesté et fondu en larmes suite aux appels des armées demandant des explications. En outre, les ventes de The Most Beautiful Moment in Life Part 1, la première semaine, se sont élevées à environ 55 000 exemplaires, soit plus de 3 fois celle de Dark and Wild, vendue à 16 700 exemplaires. Une différence d'environ 38 000 exemplaires. Ce triplement des ventes peut paraître important, mais une augmentation de 38 000 exemplaires, c'était pas énorme. Du moins, pas au point qu'il soit difficile d'y apporter du crédit. Pour autant, rien de tout cela ne semblait convaincre les cyberharceleurs. Sans que l'on sache exactement pourquoi, il leur semblait difficile de croire que la popularité de BTS se soit soudainement envolée, et ces soupçons ont conduit à la haine et a été à l'origine d'attaques contre le groupe, comme s'il s'agissait de la stricte vérité. Les fake news déformant les propos des BTS, accompagnés d'extraits sortis de leur contexte, ont continué à se répandre sur Internet, ainsi que sur les réseaux sociaux. Les BTS eux-mêmes ont été pris pour cible, présentés comme les vilains de l'industrie des idoles. Pour ne citer qu'un exemple, lorsqu'ils ont sorti Wings en octobre 2016, le hashtag Break Wings est devenu populaire sur les réseaux sociaux à l'étranger. L'impact fut modéré, mais cela montre que les comportements anti-BTS avaient dépassé les frontières coréennes. Il était même désormais de bon ton de les insulter sous prétexte qu'on n'appréciait pas leur apparence, ou de poster ou de partager des tweets évoquant des actes du passé ou reprenant des phrases sorties de leur contexte, assorties du mot « meurt ». Non mais là, au début, limite, j'ai pas dit que c'est gentil, hein, mais limite, les insultes au début, c'était de la méconnaissance, c'était de l'ignorance. Là, c'est de la pure méchanceté. C'est pour ça que le titre du chapitre, c'est « Amour, haine, armée ». C'est pour ça qu'il y a haine entre amour et armée. Alors que l'amour et l'armée, ça va ensemble. T'as la haine au milieu. Voilà, j'essaie de trouver un sens au titre. Mais voilà. C'est bon.
Depuis le cyberharcèlement visant BTS, ce phénomène s'est institué dans le milieu des fandoms. Des commentaires sensationnalistes sont postés sur les réseaux sociaux, relayés par ceux qui y adhèrent, avant même que quiconque ait la possibilité de vérifier les faits, ils se muent en vérité et se propagent. Suite à quoi le fandom de l'idole attaquée réagit de diverses manières pour minimiser les dégâts. C'est pourquoi le mot checking est souvent utilisé dans ce milieu. Lorsqu'une idole devient populaire ou fait un comeback, les antifans entreprennent de la dénigrer et ou créent un climat propice à la critique. Si on ne parvient pas à les arrêter, ils tentent de provoquer une réaction négative dans l'opinion publique en soulevant des polémiques pourtant réglées depuis des années. Ce type de comportement donne l'impression que les idoles doivent être irréprochables dans un même temps, on les traite comme s'ils méritaient d'être blâmés ou moins de faux pas. Le cyberharcèlement dont a été victime BTS annonçait les changements qu'allait connaître l'industrie coréenne des idoles, et en particulier leur fandom. À l'heure des réseaux sociaux, le phénomène s'est répété, non pas en raison d'un problème spécifique, mais simplement parce que certains n'appréciaient pas le groupe ou voulaient entraver sa carrière. Il ne s'agissait pas d'une lutte pour la vérité ou la justice, mais d'une guerre d'attaque et de défense, et la victoire ou la défaite se jouait souvent au nombre de participants. Non, mais ça existe encore, les haters de BTS, mais c'est une dinguerie comme on les voit tellement putain. C'était une autre époque. Et je connaissais pas encore BTS. J'ai commencé à les connaître vers 2017-2018, donc dans le coin de Love Yourself, disons. Les idoles et leurs fans. Cette guerre eut un impact significatif, non seulement sur le groupe, mais aussi sur son armée. En 2015, au moment de la sortie de The Most Beautiful Moment in Life Part 1, l'armée commençait tout juste à s'étoffer. Certes, le fandom n'était pas ridicule, mais il n'était pas énorme pour autant et ne représentait pas une force de rassemblement. De plus, il s'agissait principalement d'adolescents, comme c'est souvent le cas pour les groupes d'idoles qui commencent tout juste à être connus. En d'autres termes, l'armée ne possédait ni l'effectif ni l'expérience nécessaire pour mener une guerre et la gagner. L'un des effets du cyberharcèlement est d'éloigner ce type de fans. Les adolescents étant très influençables, il leur est difficile de supporter les critiques entachant la réputation de leur artiste préféré, qu'elles proviennent de leurs amis ou soient véhiculées par les réseaux sociaux. Ironie du sort, si BTS et son armée ont une relation si spéciale, c'est lié aux difficultés qu'a rencontré le groupe de 2015 à 2017. Chaque fois que BTS avait un objectif spécifique, l'armée était là pour l'aider à l'atteindre, voire lui ouvrait de nouvelles perspectives. C'est grâce aux armées si BTS est passé du stade de groupe luttant pour sa survie au rang de superstar mondial, et aujourd'hui, nombre d'entre eux contribuent également à la société de diverses manières. Pour BTS, les armées sont des fans, de fervents supporters, tous autant qu'une grande marque. Il est difficile de cerner ce qui constitue l'identité particulière de ce fandom et le lien étroit qui le lie au groupe. L'origine a peut-être à voir avec le fait qu'à l'instar de BTS, les fans avaient le désir d'être connus. Ce fandom, attaqué de toutes parts, avait besoin de gagner en influence au sein de l'industrie des idoles pour prouver qu'il n'avait pas tort. Ou peut-être que, le cyberharcèlement se poursuivant, les BTS et le fandom se sont encore plus étroitement connectés grâce à Twitter, YouTube, VLive, etc. Quoi qu'il en soit, la relation entre BTS et l'armée, qui a commencé à prendre forme à l'époque, allait avoir un impact décisif sur le parcours du groupe, comme en témoigne J-Hope. Quand j'ai entendu dire qu'ils vivaient grâce à nous, je me suis dit « Ah, je leur donne de la force, et en retour, je reçois leur énergie. » C'était vraiment étonnant, ce soutien mutuel. J'ai eu envie d'en faire plus et de dépasser l'épuisement. Je ne voulais pas me laisser gagner par la fatigue. J'ai pensé, on ne peut pas s'arrêter là, ne serait-ce que pour eux. Le succès atteint, après tant de difficultés, a été remis en cause à peine une semaine après la sortie de l'album. À cette période, ils ont reçu plus de critiques que d'encouragements. Indirectement, RM exprime ses sentiments d'alors. Nous avons fait un test de personnalité MBTI. Mais tiens donc, je m'attendais pas à voir ça dans un livre de BTS. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai pensé, je ne sais pour quelle raison, qu'il ne fallait pas que le résultat montre que j'étais extraverti. Je voulais être perçu comme quelqu'un d'introverti. Aujourd'hui encore, il n'est pas facile pour les célébrités de se positionner face au cyberharcèlement. Le simple fait de s'exprimer risque d'amplifier inutilement un problème qui n'a été évoqué que dans un cercle restreint, ce qui peut entacher leur image.
BTS n'a pas non plus réagi directement à ces intimidations. La seule option était d'aller de l'avant. Malgré tous les fake news et les attaques personnelles, le groupe a continué à se produire. Les paroles de Born Senior qu'ils avaient sorties au début de leur carrière ont fait encore plus de sens. Je suis trempé de sang et de sueur, mes yeux s'emplissent de larmes en descendant de scène. Ils s'attendaient à voler aussi haut qu'ils avaient travaillé dur, mais le seul endroit où ils pouvaient se détendre était la scène avec leurs fans. Ainsi commença une histoire qui allait se poursuivre au fil de leur album. Run. Donc là, on va commencer à parler du second The Most Beautiful Moment in Life. C'est donc porté par cet enthousiasme et ce soutien, mais également au milieu de ces campagnes de dénigrement, qu'a été conçu The Most Beautiful Moment in Life Part 2. IRM se souvient. Toute l'année 2015 a été une épreuve pour moi. Qu'il s'agisse d'écrire une chanson, de tourner un clip, c'était genre « Ah merde! Ah! » Je ne l'ai pas réalisé à l'époque, mais quand j'ai revu la vidéo de Run, il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que nous avions vraiment l'air d'en être les protagonistes, moi tout autant que les autres. Nous avons sauté, couru de toutes nos forces, hurlé, et tout cela semblait si naturel parce que nous le faisions, parce qu'on nous l'avait demandé. Comme dans le souvenir de RM, The Most Beautiful Moment in Life Part 2, reflète bien, consciemment ou non, ce que les BTS pensaient à ce moment-là. Je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai l'impression que tout cela n'est qu'un rêve. N'essaie pas de disparaître. Veux-tu arrêter le temps? Quand ce moment prendra fin? Est-ce que ce sera comme s'il n'avait jamais eu lieu? Te perdrai-je? J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ainsi que le dit la chanson Butterfly, Papillon, ils avaient peur que tout cela ne soit qu'un rêve et de voir disparaître ce qu'ils avaient accompli. Suga se rappelle. Dans Intro Nevermind, il y a ce passage. Si tu penses que tu vas heurter quelque chose, accélère. C'est à moto que je me suis blessé à l'épaule, mais j'ai ensuite roulé quelques temps après. Et je me suis demandé ce qui serait arrivé si j'avais accéléré. Les paroles viennent de cette réflexion. Toujours est-il que la moto se trouve dans un coin du garage maintenant et que je ne l'utilise plus. Dans les paroles de Intro Nevermind, intro pas grave, qui ouvre The Most Beautiful Moment in Life Part 2, évoque une histoire de Suga, mais aussi la situation dans laquelle se trouvait BTS. Dans Intro The Most Beautiful Moment in Life de l'album précédent, Suga était seul sur un terrain de basket, mais dans Intro Nevermind, il se trouve dans une salle de concert vibrante d'acclamations. Ils avaient tenu bon, coûte que coûte, durant 4 albums, et s'étaient enfin engagés sur la route du succès avec The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Donc, présentation de The Most Beautiful Moment in Life Part 2, donc le 4e mini-album, qui est sorti le 30 novembre 2015, et il y a 9 chansons. Intro Nevermind, Run, évidemment que j'ai, c'est la plus connue, Butterfly, aussi, que j'ai, Walian 52, Ma City, Silver Spoon, qui s'appelle aussi Bepsei, et que j'ai, Skit One Night in a Strange City, Autumn Leaves, et Outro House of Cards, que j'ai aussi, et qui est une chanson avec seulement les quatre chanteurs, donc Jimin, Jin, Jungkook et V. Et donc, l'album, il ressemble... Il y a une vibe similaire au premier, on est sur le même genre avec le truc au milieu en angle qui signifie encore la même chose. Il y a en haut là, le petit part 2 et voilà, le papillon, parce qu'il y a un album qui s'appelle Butterfly. Donc l'autre, on était plus sur un album un peu plus rose-rouge, là on est plus sur du bleu ciel. Et donc dans cet album-là, j'en ai 4. Cependant, s'ils avaient récolté de l'amour, ils étaient aussi l'objet d'une hostilité violente de la part de certains. Les armées et les antifans s'affrontaient régulièrement, menant une véritable guerre sur Internet. Assez ironique, sachant que ça s'appelle les armies, littéralement. Pour surmonter cela, il leur a fallu adopter cette philosophie. Si tu penses que tu vas heurter quelque chose, accélère. Même si je tends la main, je vais me réveiller de ce rêve. Rêve. Même en courant comme un fou, sur place, je reste. Je cours encore. Peu importe si je tombe, je cours encore. Peu importe si je me blesse.
Ainsi, Run, court, la chanson phare de The Most Beautiful Moment in Life Part 2, dans laquelle il crie « je cours encore », même s'ils ont peur que ce moment soit un rêve dont ils vont se réveiller, résume en un sens leur volonté d'alors. Comme ils le disent dans la suivante, Butterfly, ils avaient peur que tout ne s'envole ou se brise si l'on le touche. Mais ils devaient quand même avancer jusque dans le dernier titre, ou True House of Cards, ou trop Château de cartes. Ils expriment un sentiment de danger, comme si tout allait s'effondrer si on les atteignait. Pourtant, l'album dépeint avec Run un groupe qui court vers l'avant malgré tout. C'est la raison pour laquelle cet album, en particulier sa chanson phare Run, est né, encore plus que les précédents, dans un climat de tourmente. En fait, le morceau en lui-même avait été finalisé très tôt. Il était suffisamment bon pour que les producteurs de Big Hit Entertainment, dont Banksy Yook, s'exclament d'emblée « C'est ça !» Il ne restait plus qu'à ajouter les parties de rap et les arrangements. C'était bien là le problème. La sortie de The Most Beautiful Moment in Life Part 2 était initialement prévue pour septembre, mais l'album est sorti le 30 novembre 2015, le dernier jour de l'automne de cette année-là. Le syndrome du deuxième album. Le refrain de Run s'articule autour de deux courtes phrases qui se répètent. Je cours, je ne peux m'arrêter, et c'est la seule chose dont je puisse faire de toute façon. À l'écoute, cela semble facile de comparer au refrain complexe de I Need You, J'ai besoin de toi, la chanson forte de l'album précédent. Cependant, pour Banksy Yook, qui en était également le top liner, ces paroles représentaient un défi énorme et crucial. Un top liner est le créateur de la ligne directrice d'une chanson, que ce soit sa mélodie ou ses paroles principales. Il n'était en effet pas exagéré de dire que cette courte mélodie allait décider de l'avenir. Soit le groupe stagnerait après le succès de The Most Beautiful Moment in Life Part 1, soit il prendrait le chemin vers la gloire. En ce sens, The Most Beautiful Moment in Life Part 2 s'apparente à un deuxième album. Il arrive souvent, quand des artistes ont obtenu un bon accueil, que pour le premier, qu'il n'en ait pas de même pour le suivant. Idéalement, un deuxième album doit reprendre le style qui avait fait le succès du précédent tout en le renouvelant. Mais si cela avait été si facile, Banksy Yook, qui avait déjà produit de nombreux tubes précédemment, n'aurait pas passé plus de 2 mois à s'escrimer sur les paroles. S'ils avaient sorti une chanson similaire à I Need You, peut-être auraient-ils obtenu un succès équivalent. Cependant, il s'agissait d'un titre plutôt inhabituel dans la discographie de BTS. Et répéter ce style n'aurait pas permis d'exploiter l'énergie puissante qui est l'une de leurs caractéristiques. De notre côté, opter pour un morceau comme Dope, qui figure également sur The Most Beautiful Moment in Life Part 1, n'avait pas la même portée émotionnelle, sombre et triste que I Need You, aurait tout aussi pu limiter les perspectives. Chacune de ces deux options risquait d'entraver leur évolution. Le problème ne concernait pas seulement les résultats qu'obtiendrait l'album. Les BTS, qui à l'époque proclamaient autant qu'ils se le disaient à eux-mêmes, si tu penses que tu vas opter quelque chose, accélère, se trouvaient dans une position où s'entremêlaient difficultés, attentes, tristesse et espoir. La mélodie de Run devait refléter la complexité de leur affect aussi bien que leur volonté d'aller de l'avant. Un refrain capable d'exprimer tout cela ne pouvait se contenter d'être bon. Avant la version de Run que nous entendons aujourd'hui, il y en a eu beaucoup d'autres. En 2015, alors que le groupe venait d'achever la promotion de l'album précédent, il semblait impossible de trouver la mélodie idéale. De nouveaux morceaux étaient successivement écrits puis abandonnés. Certains ont même suggéré qu'il fallait choisir une autre chanson forte. Le refrain de Run est donc un condensé unique issu de toutes ces problématiques. Comme le résume la phrase « Je cours encore », la mélodie se concentre sur la seule sensation de la phrase, la seule sensation de la course sans s'appuyer sur un tempo particulièrement rapide ou percutant. Si l'on ajoute à cela les images des BTS exprimant leur émotion et courant à bout de souffle dans la vidéo, c'est la seule chose que je puisse faire de toute façon, on obtient le portrait d'artistes qui doivent tracer leur route quoi qu'il arrive. Quelles que soient les circonstances ou les critiques. La première moitié de l'album explore dans Intro Nevermind leur attitude face à leur nouveau statut, dans Run le comportement qu'ils allaient adopter afin de la mettre en pratique, et enfin, dans Butterfly, l'anxiété et la tristesse qui pouvaient
les habiter dans la vie comme dans leurs clips. Pour la seconde partie, ils ont puisé dans leur intériorité et avec Walian 52, Balien 52, j'ai aucune idée c'est quoi Balien, hein, dites-le moi, si vous savez, ont exprimé plus directement les émotions ressenties depuis la sortie de l'album précédent. Au milieu d'un vaste océan, une baleine solitaire parle tout bas. Pourquoi crierait-elle alors que personne ne peut l'entendre? Ça la rend si triste qu'elle finit par se taire. Ces ripostes qui me venaient si facilement ont érigé un mur, ma solitude même est un faux semblant à vos yeux. Le monde ne saura jamais à quel point je suis triste. Ma douleur est aussi insoluble que l'huile mêlée à l'eau. Dans Walian 52, chacun des membres de BTS, tel une baleine au milieu d'un vaste océan, se sent tellement à l'écart qu'il en arrive à dire que sa solitude même est un faux semblant aux yeux du monde, qui ne saurait jamais à quel point il est triste, et que sa douleur est aussi insoluble que l'eau mêlée à l'huile. L'huile mêlée à l'eau, bon, ça revient au même. Ils avaient obtenu un certain succès. Pourtant, à cette période, hormis dans leur relation avec l'armée, ils se sentaient plus isolés qu'avant. Ils ont donc puisé au plus profond d'eux-mêmes pour trouver ce qui les définissait, et seulement après cela, ont pu extérioriser en chansons, comme dans les titres suivants: Ma City, Ma Ville, et Silver Spoon, Cuillère en argent. RM exprime posément ce qu'il a éprouvé pendant la conception de The Most Beautiful Moment in Life Part 2. Beaucoup d'événements se sont produits qui se sont ajoutés à notre situation. Je crois que j'ai essayé de me replier dans ma coquille. Même après la sortie de cet album, ils ont été au centre de toutes sortes de polémiques. En passer par là a permis à RM de réfléchir sur lui-même. Je me suis souvent promené seul. J'allais à Tucson. Je me sentais bien là-bas, détendu. La raison, c'est que le soir, alors que tout le monde se retrouvait, j'étais seul. Personne ne me parlait, tandis qu'autour de moi, les uns et les autres discutaient de leur étude et de leur relation amoureuse en mangeant du poulet frit. Assis à l'écart, je buvais ma bière et j'étais apaisé. Il existait un endroit comme ça dans le monde, un endroit où je pouvais me laisser aller. Certes, le groupe allait bien, mais en même temps, on s'en prenait à ce que j'avais fait en tant qu'individu. C'était violent. J'avais l'impression que tout ce que j'avais accompli ne valait rien. En y repensant, je me demande comment j'ai pu survivre à ça. Progrès. Les tourments de RM et des autres ont paradoxalement permis d'achever la trilogie. Si ce qu'ils ont vécu pendant l'élaboration du premier volet s'apparentait à la souffrance de la jeunesse essayant de faire ses preuves, lors de la création de l'opus suivant, ils ont dû se confronter à l'image que l'on avait d'eux. L'enchaînement des succès et des vicissitudes les a amenés à faire de nouvelles expériences et à pratiquer l'introspection. Pour J-Hope, travailler sur Ma City lui a permis d'ouvrir les yeux sur sa relation à la société. Originaire de Gwangju, il est l'auteur d'un passage dans lequel il décrit sa ville natale. Composé tout le numéro 062 518. 062 est l'indicatif régional de cette métropole et 518 fait référence au soulèvement qui eut lieu le 18 mai 1980. Bien que certains dénigrent encore ce mouvement de révolte sur Internet en mettant en avant le régionalisme, J-Hope affiche ici sa fierté pour sa ville natale. Étudier son histoire lui a permis de s'observer à travers elle. Je ne savais pas grand-chose du régionalisme. Ça ne me parlait pas. C'était en arrivant à Séoul que j'ai appris de quoi il s'agissait et j'ai ressenti ce que c'était pour la première fois. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce sentiment bizarre que j'éprouve? Pourquoi est-ce que j'ai à écouter ce genre de discours sur le lieu où je suis né? Et pourquoi j'ai à me sentir mal à l'aise? Alors, je me suis renseigné sur ce qui s'était passé. Pour être honnête, j'avais peu de connaissances dans ce domaine, mais j'ai fait des recherches tout en poursuivant mes activités de musicien, en me demandant comment l'exprimer, et ça s'est révélé vraiment intéressant. C'est à ce moment-là que j'ai véritablement réalisé, pour la première fois, ce que c'est que de raconter ma propre histoire et de mettre mes sentiments en musique. L'introspection a été un moment clé de l'évolution de J-Hope en tant qu'artiste. À cette époque, une bonne moitié de mon cerveau était rempli de questions telles que « Qui suis-je? Quelle personne? Quel genre de personne? » La chorégraphie de I Need You était si différente de ce que j'avais l'habitude de faire que j'ai beaucoup réfléchi à mon style de danse. C'est comme ça que j'en suis arrivé à travailler sur Hope on the Street.
qui est donc un documentaire qui est sorti l'année dernière et qui explore une aventure de danse de rue avec les yeux de Jio, qui est donc, si je m'abuse, le danseur en titre de BTS. En dansant devant le miroir de la salle de répétition, j'ai commencé à prendre le temps de m'observer moi-même. Open the Street est un contenu YouTube occasionnel. Ok, donc c'est un truc qui était un petit truc YouTube qui est devenu une émission plus tard. Est un contenu YouTube occasionnel montrant Joe en train de s'entraîner et qui lui a donné l'occasion de communiquer avec ses fans ainsi qu'en direct sur V-Live parfois. Le fait de douter de lui-même le conduit à renouveler son approche de la danse, c'est qu'il a ouvert de nouveaux horizons. Il explique. À partir de Dark and Wild, j'ai ressenti, j'ai eu l'impression d'être vraiment présent. Ça m'a carrément donné envie de progresser vite et mieux, pour asseoir ma position. Pour Jimin, le travail acharné et le dévouement dont il avait fait preuve depuis Dark and Wild ont commencé à porter leurs fruits à partir de la série The Most Beautiful Moment in Life. Il se souvient. J'ai commencé à comprendre ce que les gens appréciaient chez moi, quel genre d'expression, quel gestuel, quelle apparence physique. Alors j'ai essayé de développer cela. Ça a certainement fait évoluer mon attitude quand je chante, jusqu'au mouvement de mes doigts, tantôt plus lent, tantôt plus rapide. Pour y parvenir, je me suis vraiment appliqué à calmer mon esprit. Parallèlement, V a affiné sa façon de s'exprimer en définissant mieux sa relation avec lui-même, sa relation à lui-même, aux autres et au monde. Lors de la promotion de cette série d'albums, pour son jeu d'acteur et ses performances scéniques et vidéo, il s'est inspiré du comédien Colin Firth. Colin Firth est mon role model. J'aimais ce qu'il dégageait et je voulais être comme lui. Avant, citation d'ARM, assis à l'écart, je buvais ma bière et je me sentais vraiment apaisé. Il existait un endroit comme ça dans le monde, un endroit où je pouvais me laisser aller. Sa façon de travailler découlait de la manière dont il envisageait sa relation avec les autres. Ce que je veux dire, c'est que je les vois devenir superbes avec le temps. Moi, contrairement à eux, si je n'ai personne à qui me comparer, ça me freine. Par exemple, si je ne donne pas le meilleur de moi-même lorsque je veux clairement ressembler à un chanteur que j'adore, ou lorsque j'ai vraiment envie de jouer tel ou tel genre de scène un jour, sinon je crois que je deviens paresseux. Je voudrais tellement être comme les autres membres du groupe. Évite d'ajouter à leurs propos. J'ai souvent eu des larmes aux yeux parce que je me sentais désolé vis-à-vis de BTS. Genre, je ne veux pas être un fardeau. J'avais peur que le solide édifice appelé Bangtan se fissure à cause de moi. Je suppose que ça m'a motivé afin de ne pas être à la traîne derrière ces gens parfaits. Jin, l'aîné, Jungkook, le Benjamin, ont alors connu des changements apparemment anodins mais significatifs dans leur quotidien. Jin attachait de l'importance à l'équilibre entre la vie professionnelle et vie privée. Aussi, au printemps 2015, lorsqu'ils ont déménagé pour la première fois depuis leur début, il a créé progressivement sa propre routine. Jusqu'alors, je n'avais pas l'occasion de sortir. Même mes amis de fac qui me sollicitaient pour participer aux activités universitaires me demandaient pourquoi j'étais si inactif. Donc, j'ai voulu m'impliquer moi-même. J'ai commencé à avoir d'autres activités. Je me suis inscrit dans une école de boxe. Je suivais mes cours dans la journée et tôt le matin, j'y allais pour m'entraîner un peu, etc. Jungkook, pour sa part, a développé de nouveaux centres d'intérêt. J'ai pris goût au shopping. Avant ça, je m'habillais juste correctement, genre c'est mon style, mais j'en ai eu assez. Et il m'est arrivé de me faire surprendre par les autres pendant que je faisais du shopping. Cela lui a aussi permis de trouver un nouveau mode d'expression. Il ajoute. Avant, je pensais simplement que je devais faire ce qu'on me disait et être bon. Je n'avais pas de valeur ajoutée. Puis, je me suis mis à définir mes buts, comment les accomplir, par quel biais. Ensuite, j'ai commencé à penser à mon apparence sur scène. C'est un peu comme un arbre de compétences dans un jeu vidéo. Ça ressemble à ça. Lorsque vous terminez une tâche, elle se ramifie en 2 sections et ça se développe ainsi d'étape en étape. C'était comme si je progressais en terminant des niveaux, 1 à 1. L'arbre de compétences de Jungkook l'a amené à s'impliquer sérieusement dans la musique. Je n'avais pas peur d'apprendre. Les autres avaient déjà fait de la musique, alors que moi, je n'avais au départ pas de compétences particulières en danse, en chant ou pour jouer un instrument. Et enfin, Suga, il évoque des chansons qu'il a écrites durant cette période. Il est toujours question de rêve et d'espoir dans mes textes. C'est déjà le cas pour Tomorrow, écrite, je crois, avant que ça devienne le thème de la majorité de mes chansons. Si on n'en parle pas, ne serait-ce que là, qui le fera?
mais avec le recul, ce sont des paroles que je m'adressais à moi-même. En les écoutant des années plus tard, j'épuise du réconfort. Elles sont en quelque sorte des lettres que je me suis écrites depuis un avenir lointain. Il poursuit en pensant aux nombreuses personnes qui écoutent leur musique. Je me demandais pourquoi les gens écoutaient notre musique. Si c'était parce que nous faisions de bonnes chansons ou parce qu'ils en saisissaient le sens et pouvaient s'y identifier. Mais je pense que je comprends à présent. Ce nom, BTS. En 2015, The Most Beautiful Moment in Life Part 2 s'est classé 5e sur Gaon Charts avec 274 135 albums vendus, suivi à la 6e place par The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Les 4 premières places étaient prises par les albums d'EXO. C'était la première fois depuis 2010 qu'un groupe d'idoles n'appartenait pas à une des 3 grandes agences du pays et occupait 2 des 10 premières places du classement. De plus, ils avaient atteint ce résultat un mois seulement après la sortie de l'album. L'année suivante, il s'en est encore vendu à 105 784 exemplaires, se plaçant au 21e rang des albums de 2016. Cependant, la valeur de la série des Most Beautiful Moments in Life ne peut se résumer à un classement dans ce palmarès ou par l'ascension de BTS. En réalisant cette trilogie, les membres ont partagé une part de leur vécu et de ce qu'ils traversaient encore. Cela les a fait grandir. De Jungkook, encore lycéen, à Jin, qui avait une vingtaine d'années, ils étaient à mi-chemin entre l'adolescence et l'âge adulte. Ils étaient tourmentés, ont erré, avant de finalement être confrontés au monde extérieur dans un mélange de joie et de frustration. En ce sens, cette série a été l'occasion d'entrer en symbiose avec l'armée et plus largement avec la jeunesse coréenne. Même si les idoles semblent mener une vie différente de leurs fans et des autres jeunes, il est également important pour elles de survivre socialement et elles sont emmenées malgré elles à traverser des périodes chaotiques, des épisodes chaotiques. La génération de BTS ne représente pas une part aussi importante de la population que la précédente. De plus, suite à la crise du FMI, le fossé entre riches et pauvres dans la société coréenne s'est creusé. Ce qui a poussé la génération de leurs parents à une compétition extrême au point que l'expression « chacun pour soi » est devenue fréquente. BTS également a dû se faire une place au sein d'un marché déjà dominé par les idoles populaires des grandes agences de production ou leurs aînés. Une génération qui ne peut pas crier sa colère à la face du monde, même si la situation est dure et inconfortable, parce qu'il faut survivre dans la société. Une génération qui peut se rebeller, évidemment, mais qui a du mal à résister. Voilà la jeunesse dont BTS a dressé le portrait, en la faisant entrer dans le monde des idoles et en la définissant avec les codes du hip-hop. Il s'appelle La Mésange. Tant de galères pour ma génération. Changeons les règles. Change. Les cigognes veulent les conserver. Maintien. Ça ne peut pas se passer comme ça. Bang, bang. Ce n'est pas normal. Les paroles de la chanson Silver Spoon de The Most Beautiful Moment in Life Part 2 illustrent la façon dont BTS percevait sa génération et le monde. La comparaison entre la mésange et la cigogne faisait écho au proverbe « Si une mésange veut marcher comme une cigogne, elle se brisera les jambes ». La série est la réponse qu'il offre au monde en tant que mésange de l'industrie des idoles coréennes. Le groupe, à force d'obstination, a franchi toutes les montagnes, même si certains ne croyaient pas en leur avenir. Avec The Most Beautiful Moment in Life, il a tenu la promesse contenue dans son nom. Comme un gilet pare-balles, Bangtan préserve des balles, il voulait parler des préjugés que subissent certains adolescents et jeunes adultes pour les en protéger. Ce nom, objet de raillerie anonyme à ses débuts, a pris tout son sens 3 ans plus tard. Lorsqu'on lui demande si cette série d'albums lui a offert une chance de mettre de l'ordre dans ses idées, RM répond « Je ne pense pas, c'est plutôt genre je peux respirer. C'est parce que nous avions obtenu la première place. » Et puis quand on se rendait à une cérémonie de remise de prix ou autre, j'avais enfin l'impression qu'on était réellement conviés, parce qu'avant ça, je me sentais isolé lors de ce type d'événement. Même si c'était bien le cas, nous n'avions pas la sensation de faire partie des invités. Notre staff était installé à distance et nous, assis tous les 7, nous nous disions qu'on était vraiment seuls. En réalité, The Most Beautiful Moment in Life ne concerne que la première année d'une période, allant de 2015 à 2017,
qu'évoque ici RM, durant lequel BTS et son armée allaient vivre des moments difficiles. D'autres épreuves et rebondissements inimaginables les attendaient. Quoi qu'il en soit, grâce à cette trilogie, BTS a finalement obtenu une invitation à pénétrer dans le monde et ces garçons ont pu grandir en prenant conscience des relations qu'ils entretenaient avec lui. C'est également à cette époque que RM et les autres ont commencé à s'exprimer sur la controverse dont ils étaient l'objet en matière de misogynie. Bien sûr, BTS misogyne. Suite à leur succès, les paroles de certaines de leurs chansons ont en effet été critiquées pour leur caractère sexiste. RM et Suga, qui avaient baigné dans le hip-hop dès leur plus jeune âge et en avaient intégré les éléments misogynes comme inhérents au genre, ont dû apprendre à réviser ce concept et ce qu'il impliquait lorsque la polémique a éclaté. Surtout que BTS, la fandom est principalement composée de femmes. Donc, si des trucs misogynes, c'est pas fameux. Et de ce qu'il impliquait lorsque la polémique a éclaté. Je peux en parler. En y repensant aujourd'hui, je suppose que c'était quelque chose qui devait arriver à un moment ou à un autre. Lorsqu'on lui demande s'il peut commenter cette controverse, c'est ce que répond RM. Il poursuit. Je crois que c'est une chose à laquelle toute personne vivant dans les années 2020 est susceptible d'être confrontée au moins une fois. En fait, comme j'ai été critiqué très tôt, j'ai pu en prendre conscience avant les autres. Au-delà du cyberharcèlement massif dont BTS a été victime, ils ont été amenés à s'interroger sur ce qu'ils devaient corriger. RM ajoute. J'ai été pointé du doigt et critiqué pour des paroles de rap que j'avais écrites et pour ma façon de penser. En plus, il y a eu le fait divers de la station de Gangnam à ce moment-là. Donc, c'est quoi ça? Il fait allusion au meurtre d'une femme ayant eu lieu dans des toilettes situées près de la gare de Gangnam à Séoul le 17 mai 2016. Les femmes ne pouvaient que réagir. Quelqu'un que je connais m'a un jour expliqué les choses ainsi. En admettant que l'égalité soit représentée par la valeur 0, si l'injustice dans le monde atteint plus 10, il y a des moments où ceux qui la subissent doivent prétendre que l'égalité se situe au niveau moins 10 au lieu de 0, pour espérer y parvenir. Cette image m'a vraiment touché. Et puis, il évoque l'impact positif de cet épisode. Sans cela, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. En juillet 2016, Big Hit Entertainment a publié une déclaration officielle à ce sujet indiquant que les membres de BTS avaient appris que la création musicale n'est pas à l'abri des préjugés sociaux ni des erreurs, et qu'ils avaient réalisé qu'il n'était pas souhaitable de définir le rôle des femmes dans la société ou leurs valeurs d'un point de vue masculin. Depuis, HYBE exige de tous les artistes en passe de faire leur début qu'ils suivent une formation obligatoire de sensibilisation aux questions de genre. Parallèlement à cette série d'albums, les BTS faisaient donc l'expérience des erreurs de jeunesse en tant qu'individus, que groupe, et puis, de plus, avec l'armée. Tant de choses les attendaient, encore que cela pourrait sensibiliser... Tant de choses les attendaient, encore que cela pourrait sembler anecdotique. Avec la sortie des 2 premiers albums de la trilogie, ils étaient arrivés à une station où ils pouvaient s'arrêter un moment dans ce si long voyage entamé à leur début. Et avant de repartir pour la station suivante, ils avaient une chose à faire. Tout brûler. Extrait des paroles de Burning Up, Fire, album The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever. Et là, Fire fait partie des chansons aussi que je préfère. Honnêtement, je pense que si je fais un top 5, c'est genre Run, Dope, non, Fire, Dope, Idol et Blood, Sweat and Tears. Donc, en pas Blood, Sweat and Tears, c'est que des noms de chansons avec un mot. Idol, Fire, Dope et Run. Donc, vous voyez, moi, j'aime vraiment toute l'époque de BTS. C'est pas juste des chansons très récentes que j'adore. En fait, même ma chanson préférée date de 2016. Et j'en ai d'autres qui datent de 2015. Donc, en général, mes préférences de BTS se situent entre 2015... entre 2015 et 2019, à peu près, mes chansons préférées. Même si celles d'après sont excellentes aussi. C'est juste que j'ai une plus grande attache parce que je les connais depuis plus longtemps. Fire. La troisième partie de la série, Young Forever, et non Part 3, sinon c'est juste trop répétitif, sorti le 2 mai 2016 en échappée finale et clôt à la perfection toutes les pistes explorées dans The Most Beautiful Moment in Life. Il était non seulement nécessaire de faire une synthèse de l'évolution de leur production à travers les 2 albums précédents,
mais également de tourner la page, eu égard à la réalité de l'industrie musicale et au succès exponentiel. Le moment était venu de faire valoir leur imparable fougue à travers leurs chansons ou sur scène, plutôt que de sortir des morceaux reflétant la complexité de leur situation, comme c'était le cas avec I Need You ou Run. Cela impliquait de choisir une chanson forte, permettant de réitérer enfin les performances folles qu'ils avaient données, de Attack on Bangtan, Attack sur Bangtan, à Dope. Coïncidence ou destin, Big Hit Entertainment était justement prêt pour cela. La chanson forte de Young Forever, Burning Up Fire, Feu. Moi, je la connais juste en tant que Fire, hein, je connais pas le... Enfin oui, dans la chanson, dans le refrain de la chanson, c'est Burning Up Fire. Oui, mais il me semble que dans le titre, il n'y avait pas Burning Up. Mais bref, c'est la chanson Fire. Si vous êtes fan de BTS, vous savez c'est quoi. A donné lieu sur scène, dans sa seconde partie, à un show à grande échelle réalisé avec des danseurs. Alors que les BTS exécutaient leur chorégraphie, des figurants apparaissaient soudainement et la performance prenait une dimension explosive. Tout brûlé, absolument tout. Cela a offert à BTS l'occasion de transmettre cette énergie irrépressible qui encore aujourd'hui les anime. Un tel spectacle nécessite beaucoup de personnel, de temps et d'argent. Et en plus de recruter des dizaines de danseurs pour travailler avec le groupe pendant un certain temps, il fallait un espace pour s'entraîner. Dans la vidéo d'une répétition, on voit que cette performance est basée sur le fait que V entraîne la caméra qui le suit vers l'autre côté de la scène, et tandis qu'il se déplace avec elle, il rejoint le reste du groupe et les danseurs déjà en place. Cela implique de disposer d'une très grande salle de répétition. À ce moment-là, Big Hit Entertainment disposait enfin du capital nécessaire. Pour Bang Si-hyuk, The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever, réunissait toutes les conditions pour mettre en œuvre sa vision. Avec le succès de BTS, l'agence de divertissement avait pu se développer financièrement et lui était désormais possible de concrétiser ce qu'il avait envisagé. En ce sens, Fire est une sorte de manifeste qui proclame que ni Big Hit Entertainment ni BTS n'allaient se contenter d'un petit succès. De ce fait, l'album spécial The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever était à la fois l'aboutissement de cette trilogie née de l'élan commun de BTS et de Big Hit Entertainment et un pas vers l'avenir. Il ne s'agissait pas d'une réédition puisqu'il contenait de nouvelles chansons comme Fire, Save Me, Sauve-moi et Épilogue, Young Forever, Épilogue, Jeune pour toujours, qui exprimait explicitement son message, son histoire et son rôle qui était de conclure une époque. Il comportait également des titres des deux précédents opus, mais avec de nouveaux arrangements. Cette structuration en série avait été plus minutieusement planifiée pour les deux premiers opus de The Most Beautiful Moment in Life qu'elle ne l'avait été pour la Skull Trilogy. Et Young Forever a permis de parfaire sa composition. S'il a été possible de sortir cet album spécial, c'est parce que BTS a eu suffisamment de succès et que l'agence avait assez de moyens pour investir massivement dans ce projet. La promotion autour de sa sortie en particulier est un bon exemple de ce que Bang Si-hyuk pouvait faire lorsque son ambition disposait des capitaux nécessaires. Avant et après la sortie du clip de Fire, Big Hit Entertainment a également publié ceux de Epilogue, Young Forever et de Save Me. Young Forever. Même si nous tombons et nous blessons, nous courons sans fin vers nos rêves. Donc, dernier album de la vidéo, The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever, qui est donc leur premier album spécial, qui est sorti le 2 mai 2016. Et il y a 2 CD, un avec 12 et un avec 11, donc ça fait en tout, ni plus ni moins que 23 chansons, mais il y en a qui reviennent. Donc je vais pas redire ceux que j'ai, mais que j'ai déjà dit. Donc il y a Intro, The Most Beautiful Moment in Life, I Need You, Hold Me Tight, Autumn Leaves, Butterfly Prologue Mix, Run, My City, Silver Spoon, Dope, Burning Up, Save Me, Epilogue, Young Forever. Donc sur ce qui est des 3 derniers, je les ai. Converse High, Moving On, Wellian 52, Butterfly, House of Cards Full Length Edition, Love Is Not Over Full Length Edition, I Need You Urban Mix, I Need You Remix, Run Ballad Mix, Run Alternative Mix et Butterfly Alternative Mix. Donc là, c'est un peu différent au niveau de à quoi ressemble l'album. On n'est pas sur la même chose encore avec des signes en langue coréenne. Là, on est simplement sur un Young Forever qui se voit pas tant là, mais surtout avec une montgolfière. Et je pense qu'ils sont là-dedans, justement. Mais voilà. Donc, on est sur un album qui change un peu au niveau visuel.
Et j'ai aussi beaucoup de chansons de cet album-là. Évidemment, Fire, Save Me, Epilogue, Young Forever. Et toutes les autres que j'ai pas juste répétées, là, mais oui. C'est un album dont j'ai beaucoup de chansons. Alors que dans Fire, c'était l'impétuosité volcanique du groupe qui était mise en avant. Epilogue, Young Forever était une ode à la jeunesse que BTS s'adressait à lui-même et à sa traversée de la période de Most Beautiful Moment in Life, ainsi qu'à l'Army qu'il avait accompagné. Quant à la chanson Save Me, c'était un message que le groupe d'alors envoyait au monde tandis qu'il poursuivait sa route. Merci de me permettre d'être moi-même, de m'avoir laissé m'envoler, de m'avoir donné des ailes. Et aussi dans Save Me, il y a une illusion auditive. À un moment donné, on a l'impression que Job dit « Elle a un gros nez ». Avec un accent coréen. Hein. « Elle a un gros nez ». J'espère que c'est pas raciste ce que je viens de faire. Mais voilà, il y a une petite hallucination auditive. Hein, si vous êtes curieux, allez voir la chanson, que ce soit le MV ou même juste la chanson, puis essayez de l'entendre. Et je vous jure, si vous l'entendez, vous allez plus jamais ne plus l'entendre. Ils ont donc produit 3 nouvelles chansons, tourné 3 clips, répété les performances de Fire et de Save Me, et en plus se sont entraînés pour leur prochain concert. Tout marchait bien, aucun obstacle ne se dressait en travers de leur route. RM se souvient. Au moment de Fire, nos cœurs brûlaient, vraiment. Ils expliquent brièvement la différence entre les 2 premiers albums de la série et le dernier. Puis il poursuit. J'avais juste l'impression d'être arrivé là où j'étais censé être. Comme quand j'ai commencé le hip-hop en écoutant Without Me d'Eminem. Et puis nous étions des gosses tous les 7, chacun talentueux dans son domaine. On s'amusait tellement sur scène, comme les chansons étaient toutes divertissantes, l'enregistrement l'était aussi. C'était « Wow, je respire enfin maintenant » ou quelque chose comme ça, vous voyez. Avant, on se disait plus « Je crève, je meurs ». Et là, ça s'est soudain arrêté, comme s'il y avait eu une fête. Cette expérience a également marqué un tournant pour eux. Jin attribue à Fire son changement d'attitude vis-à-vis du travail. C'est la chanson de ma vie, avant que j'existais, sans avoir réellement confiance en moi. Et puis comme je l'avais fait sur scène lors de la performance de Fire, j'ai soufflé un baiser dans les airs aux fans quand je les rencontrais. Ils ont vraiment adoré que je le fasse dans la vie de tous les jours et pas seulement sur scène. Depuis, j'ai cherché d'autres attitudes qu'ils aimeraient et j'en ai trouvé beaucoup, ce qui m'a donné confiance en moi. C'est devenu une des caractéristiques de mon personnage et depuis, j'ai tendance à faire des gestes un peu plus effrontés. Le comportement de Jin a évolué vers un rôle qu'il était le seul à pouvoir tenir sur scène, mais aussi lorsque BTS rencontrait les armies ou faisait des apparitions publiques. Plus tard, lorsque le groupe a commencé à faire carrière aux États-Unis, son comportement ouvert et son savoir-vivre ont su créer une atmosphère chaleureuse dans tous les contextes. Avant de t'acharner, c'est pas grave de perdre. Compte tenu de l'histoire de BTS, ce passage de Fire relevait de l'affirmation. Comme dans l'introduction de la chanson, ils pouvaient encore se dire « je n'ai rien », mais sans s'autoriser eux-mêmes à s'arrêter de s'acharner. Cela les soulageait un peu, pour autant, sur scène, ils se déchaînaient. Cela n'allait pas les empêcher de véritablement tout brûler dans cette industrie coréenne des idoles dont ils faisaient partie, jusqu'à l'arène olympique de gymnastique. L'actuel dôme KSPO, le gymnase 1 du parc olympique de Séoul, initialement appelé l'arène olympique de gymnastique, a changé de nom en juillet 2018, après la rénovation du lieu. Il a une capacité de 15 000 places. Deux dernières pages, donc le dernier sous-chapitre pour aujourd'hui, un nouveau départ. Pour RM, la définition du succès était simple lorsqu'il a fait ses débuts. Je ne me souciais pas de la situation ou des indicateurs du milieu, je ne les écoutais que d'une oreille. Qu'on se débrouille bien me satisfait. Nous étions alors numéro 1 dans le chart de Melon. La première place au classement de Melon, vous vous rendez compte? Et des amis autour de nous connaissaient nos chansons, ça nous suffisait. Le fait de donner un concert dans l'arène olympique de gymnastique était une des mesures tangibles du succès pour les artistes eux-mêmes. Il s'agissait de la plus grande salle couverte de Corée du Sud avant l'ouverture du Gocheok Sky Dome, fin 2015. Aujourd'hui encore, qu'un artiste s'y produise est signe de réussite tant qu'il est difficile d'y accéder. Pour dire les choses simplement, le temps que BTS a mis depuis ses débuts pour monter sur cette scène est plus long que celui qu'il allait lui falloir pour la tournée
des stades du monde entier, à commencer par le stade olympique de Séoul, dont la capacité maximale est de 100 000 places. En mai 2016, à l'occasion de la sortie de l'album Young Forever, le concert de 2016 BTS Live The Most Beautiful Moment in Life on Stage épilogue a eu lieu dans l'arène olympique de gymnastique. Il s'agissait en quelque sorte de l'épilogue de cette série d'albums. C'est ainsi concrétisé le plus grand succès que BTS n'ait jamais pu imaginer, tandis que la chanson épilogue Young Forever, reprise par les ARMY, faisait vibrer la salle. Les 7 garçons sur scène n'ont pu cacher leurs larmes. C'est vrai que quand tu essayes de trouver la chanson, à la fin, tu as l'impression que c'est des fans qui chantent la fin de cette chanson-là. Donc ça doit avoir un lien. Suga se souvient encore de ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Le jour du concert, c'était la fête des parents. Alors quand j'ai repéré les miens pendant le concert, en parcourant la scène, je me suis agenouillé au sol, submergé par des larmes. Je sanglotais presque. C'était incontrôlable. Cet épilogue spectaculaire a inauguré la voie à de nouveaux défis. Alors que venait de se réaliser tout ce dont ils avaient rêvé, RM s'est rendu compte qu'il résonnait à présent d'une façon qu'il n'avait même pas envisagée jusqu'alors. Lorsqu'on nous a dit que notre album avait fait des grosses ventes, nous avons commencé à penser en termes d'objectifs plutôt qu'en termes de chiffres ou de quantité. À l'époque, un grand prix annuel dépassait leur imagination, mais il devenait peu à peu une réalité atteignable et quelque chose d'encore plus inatteignable les attendait. Vie, livre, comment ils se figuraient le succès. Au départ, je voulais juste faire mes débuts et je les ai faits. Puis lorsqu'on me demandait mon objectif, je répondais que c'était d'atteindre la première place et nous l'avons vraiment fait. On m'a à nouveau posé la question, alors j'ai répondu que c'était d'être numéro 1 3 fois. Après avoir atteint cela, j'ai répondu que je voulais remporter le plus important trophée dans une cérémonie de remise des prix. Et on l'a gagné! Ça devenait absurde parce qu'on continuait à recevoir des prix. Je répondais des trucs que je pensais irréalistes, mais même ceux-là, on a réussi à les accomplir. Vie ajoute, en secouant légèrement la tête. Je trouve ça bizarre. Et voilà pour le chapitre 3 de la trilogie Young Forever. Donc on est proche du 2 heures, mais pas tout à fait. Mais de toute façon, si vous êtes là, le temps n'est pas important. Et donc la semaine prochaine, ça va être un petit peu plus court parce qu'on va seulement parler de 2 albums, Wings et You Never Walk Alone, dans le chapitre 4, qui se nomme L'envers du décor et qui a seulement 7 sous-chapitres et 55 pages. Donc ça va être encore un peu plus court. Mais voilà, comme je dis, la longueur de la vidéo importe peu. Ça va peut-être être 1h35, 40, 45, je sais pas trop. Déjà, c'est là, ça approche de 2 heures. Et surtout, ça s'approche de 2 heures, sachant que la semaine dernière, on a eu 69 pages. L'autre 69 va sûrement être similaire. Et 75, on va plafonner. Donc, peu importe. Merci d'avoir écouté ce chapitre 3 de Beyond the Story. J'espère que vous avez aimé. Et bien évidemment, je vous souhaite une bonne semaine. Et à la semaine prochaine pour le chapitre 4, L'envers du décor, qui va explorer donc Wings et You Never Walk Alone, qui est une période qui est pour moi très importante, parce que c'est à peu près à cette époque-là que j'ai commencé à avoir des bribes de ce qu'est BTS. Mais surtout, c'est dans Wings qu'est ma chanson préférée de BTS, et donc on pourrait dire all time. Blood, Sweat and Tears. On va enfin explorer cette chanson-là la semaine prochaine et plein d'autres qui sont tout aussi excellentes que ceux qu'on a déjà explorés. Et donc, merci. À la semaine prochaine. Bonne semaine.